ce que ça serait à ce moment-là. Effectivement, j'ai oublié, désolé, moi. Non, non, pas de souci. Et ensuite, je parlerai de l'évaluation de l'impact de certaines mesures. Donc, il y en aura quatre et vous allez voir, j'essaie de toucher à trois, quatre choses différentes avec des ordres de grandeur. Enfin bon, travailler les chiffres et voir ce que ça peut faire dire. Et puis à la fin, c'est vraiment rebondir sur les informations, avoir un temps d'échange collectif, apporter ses propres connaissances aussi et proposer de nouvelles actions si on voit qu'il y a des choses qui émergent. Alors, donc, retour global sur les actions proposées à date. Donc, comme je disais, je me suis arrêté le 21, donc vendredi. Et il y avait 92 propositions d'action, alors à plus ou moins 3 parce que le questionnaire, il est un peu fait bizarrement, donc je n'étais pas très sûr du nombre d'actions à la fin, et par environ 32 personnes, et là encore une fois, à plus ou moins 3 parce que c'est des adresses email qui sont un peu les mêmes ou pas forcément. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis, il y en a eu une quarantaine en plus. Donc là, on est plutôt vers 130 propositions d'action, et donc les 40 en plus, je ne sais absolument pas de quoi elles traitent. Donc, je les ai pas prises en compte. Donc, c'est pas exhaustif du tout ce que je vous présente ce soir, mais en tout cas, c'est sur les 92 premiers. Alors, une des premières choses que j'ai fait, c'est que j'ai replacé les propositions d'action par rapport aux priorités du territoire. Les priorités, elles sont en orange, et donc elles sont en nombre de points, et c'est la présentation qui a été faite. Alors là, c'est pareil, les priorités, elles continuent à vivre leur vie, et moi, je me suis basé vraiment sur la présentation qui a été faite début mars. Donc là, il y a beaucoup plus de priorités qui ont été mises, beaucoup plus de points qui ont été distribués. Mais si on compare en tout cas les propositions d'action et les priorités donc, aux dates respectives, on arrive à ce que vous pouvez voir, avec certaines actions qui sont un peu, on va dire, en nombre d'actions proposées, pas dans le même ordre de grandeur que les priorités. Donc là, typiquement, préserver la nature, les paysages et la biodiversité, ce que vous avez tout en bas, c'est une priorité hyper importante pour la plupart des citoyens dont on a eu les retours. Par contre, en termes d'actions mis en parallèle, il y en a très peu. Euh, Pareil pour faciliter l'accès au logement pour toutes et tous sur le territoire, c'est quelque chose où on a peu d'actions. Alors, il peut y avoir plusieurs raisons. C'est pas que. Pardon, j'ai un écho. Merci. Et c'est pas forcément que parce que il y a pas forcément de gens qui voulaient faire des actions dessus, c'est parce qu'aussi il y a certaines priorités qui sont dures à transcrire en action. Préserver la nature, c'est un peu global, il faut y penser tout le temps, sur tous les projets qui sont posés, mais c'est dur de dire des actions spécifiques là-dessus. Après, ce qui est étonnant quand même, c'est que euh, diminuer la consommation d'énergie et les impacts, ce que vous voyez en H, c'est sur les véhicules et le transport. Donc, il y a eu énormément de propositions sur tout ce qui concerne le transport. Il y a eu beaucoup de propositions aussi sur alors l'autonomie énergétique et la production d'énergie. Ça, on pouvait s'y attendre. Il y a eu très très peu de propositions pour réguler, stopper l'artificialisation des sols. Euh, voilà. Et favoriser l'emploi sur le territoire, c'est pareil. C'est quelque chose on sent qu'il faut préparer une sorte de reconversion, changer un peu le tourisme, changer les différents emplois sur le territoire, mais par contre, en face, on n'arrive pas forcément à proposer des choses. Et tout en haut, il y a une catégorie, et alors tout le reste, je ne vais pas forcément commenter un à un, mais tout en haut, il y a la catégorie proposition d'actions difficiles à classer, où c'est moi-même, j'ai estimé que j'arrivais pas forcément à les mettre dans des priorités. C'est des actions qui font probablement sens, hein. C'est pas des questions de elles sont pas intéressantes, c'est juste j'arrivais pas à les mettre dedans. Ça répondait pas forcément à ces objectifs. Voilà. Euh, donc, par rapport à ce que je disais, effectivement, donc 92 propositions d'action, certaines priorités sont difficiles à retranscrire en action. Dans certaines catégories simples à transposer en action, il y a un certain nombre de doublons. Donc, le chiffre ne veut pas forcément dire le nombre de choses et l'originalité. C'est vraiment, typiquement dans les transports, il y a pas mal de doublons sur les transports en commun ou sur le changement des véhicules électriques, des choses comme ça. Par contre, les moyens, effectivement, comme je le soulevais, ils peuvent être assez différents pour y arriver. Donc, si l'objectif reste le même, à chaque fois qu'il y a une proposition, généralement, le moyen d'y arriver est assez différent. Et après, je faisais juste une note par rapport à moi-même, à l'exercice de catégorisation que j'ai fait. Il faut que j'interprète certaines choses, et donc, du coup, j'ai fait coller certaines cases à certaines actions, mais il y en a certaines où c'était pas très clair. Donc, il faut se méfier un peu aussi de ça. Alors, pour les propositions d'action, les grands thèmes que je peux montrer, c'est ceci. Euh, C'est donc rénovation et isolation des bâtiments, production solaire hydro, un peu les deux, changement de chauffage, baisse du transport motorisé, report modal dans les transports,
logement, gouvernance, solidarité, formation, sensibilisation et le dernier que je vois pas parce que un lieu de vie, organisation. Et donc là-dedans, si on regarde un peu plus en détail, on a tous ces mots qui ressortent. J'ai essayé de faire un peu une sorte de cartographie des choses qui ont été proposées, sachant que j'ai mis des choses en petit et des choses en grand. Ce n'est pas du tout par rapport au nombre de fois où ça a été cité, d'accord? C'était juste un problème de place. Et, euh, et donc, dans certains secteurs, comme la rénovation, l'isolation, on se rend compte que bah, il y a beaucoup imposé, régulé, obligé. Donc ça, on se rend encadrer les prix, et des choses comme ça. Alors que dans d'autres, dans les changements de chauffage, on est plutôt dans des taxes, des subventions, du partenariat, et donc c'est pas du tout les mêmes modes d'action. Donc ça, c'est quand même assez rigolo déjà de regarder par rapport aux actions proposées que les modes d'action sont complètement différents. Et après, par rapport à des choses qu'on a pu voir, typiquement dans les baisses du transport motorisé, on peut avoir donc des interdictions sur certains passages, des vignettes pour circuler sur certaines heures, des événements sans avion, des taxes peut-être à l'entrée du département. Sur les reports modaux dans le transport, il y a pas mal de choses sur favoriser les transports en commun. Il y a des choses sur le vélo, il y a des choses alors sur le véhicule électrique, donc là c'est pas vraiment un report modal, mais en tout cas c'est changer la façon de faire. Il y a des choses sur les aménagements, donc favoriser les aménagements. Et après sur la gouvernance, il y a beaucoup de choses, principalement sur l'interface entre politique publique et les citoyens. Mais il y a aussi des choses pour avoir des organes de communication, des coopérations villageoises, plus pour la production d'énergie, donc, bon, enfin, qui correspond beaucoup plutôt aux organisations entre citoyens et pas forcément avec les services publics. Ensuite, dans les lieux de vie, donc il y a pas mal de choses sur le low-tech. Sur le PLU, c'est le plan local d'urbanisme. Donc, revoir le plan local d'urbanisme pour une organisation différente. Des butineries, des endroits collectifs, typiquement dans la low-tech, la boulangerie solaire. L'utilisation du jardin du territoire un peu différente, mettre en commun. Des plateformes de compostage, et des choses qui vont être faites sur les toilettes sèches, et des choses comme ça. Et alors après, tout ce qui est formation et sensibilisation, j'ai pas forcément mis les publics destinés, mais il y a de tout. Voilà. Alors, la mère, il nous ouvert de Oui, j'arrive, j'arrive. Ouais, vas-y. C'est bon. Ouais. Et après, il y a des choses sur la solidarité, assez peu, mais sur typiquement les pourcentages de factures sur l'énergie ou des tarifications en vue d'avoir une meilleure justice sociale sur l'eau, ces choses-là. Euh, voilà, je sais pas s'il y a des questions à ce niveau-là, sinon je vais rentrer un peu plus dans le détail et ce sera plus clair après. Peut-être Donc, juste une mini définition de report modal, peut-être pour être sûr que tout le monde. Je sais pas si tu l'as dit, peut-être j'ai pas écouté. je l'ai pas dit, mais le report modal, c'est changer un moyen de déplacement vers un autre. Donc, enfin, c'est le report du mode de déplacement. Voilà, modal, c'est le mode. Et donc, si vous faites, enfin, comme la plupart des Français, beaucoup de voitures, et ben, un report modal, c'est de dire vous allez utiliser moins votre voiture et puis plus les transports en commun ou plus la marche à pied, enfin, tout changement, plus l'avion. Voilà. Mais on voit pas, juste une question là, on voit pas émerger quelques thèmes importants plus que d'autres. Il y a beaucoup de ovales là, beaucoup d'ellipses dans tous les coins là, mais on a du mal. Est-ce que c'est tout divers comme ça, ou est-ce qu'on a quand même quelques directions privilégiées? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on a pu ressortir quelque chose de tout ça là? Voilà. Bah, je pense que le nom des ovales en soi. Après, tout ce qui est autour, c'est plutôt des cibles de personnes différentes ou des moyens d'y arriver différemment. Mais grosso modo, il y a beaucoup de choses en termes de direction sur la rénovation et l'isolation de bâtiments, sur la production solaire et l'hydro, sur alors le changement de chauffage, les logements. Alors les logements, c'est pas très clair non plus parce qu'il y a plusieurs choses. Je suis d'accord, le titre est pas vraiment fait pour. Mais bon, peut-être que je vais passer directement à la suite et puis vous verrez peut-être en termes de direction, ce sera peut-être Pour les d'accord que là. mots employés, par exemple, communication, enfin les mots que je vois, là, optimiser, ça aurait été bien de, selon la fréquence, de mettre plus ou moins fort, quoi, ces mots-là. Quels sont les mots qui reviennent le plus souvent dans les textes des gens, quoi. Vous voyez? Oui, bah, je peux vous dire qu'ils apparaissent à peu près tous une ou deux fois grand maximum en fait. Peut-être les mots train et tout ça c'est beaucoup, mais comme c'était 90 actions, là vous voyez à peu près 50 textes.
Enfin, là, pour le coup, ça, c'est pas forcément. Mais je vais passer à la suite. Enfin, parce que là, Mais, j'ouvre mais- la mais- critique, mais mais de toute façon, le nombre de propositions, le nombre de fois qu'une proposition a été faite n'est pas forcément pertinent. Il y a des propositions euh, auxquelles il est très simple de penser et qui sont pas forcément très bonnes. Alors qu'à l'opposé, une bonne idée, il peut y avoir que quelques personnes qui l'ont, mais ça vaudrait quand même le coup de la mettre en place. Du coup, purement le nombre, je pense pas que c'est pas un vote, quoi. Je pense pas. C'est pas très démocratique comme réponse, ça. Ça veut dire que c'est vous qui jugez ce qui est bien et ce qui est pas bien. Alors, si, c'est très démocratique dans le sens où tout le monde s'intéresse à ça, mais c'est pas la dictature de la majorité. C'est-à-dire que c'est pas parce que une majorité décide que telle mesure est bonne que c'est effectivement la bonne au détriment de toutes les autres minorités. Alors, Euh, comment on va faire alors? Si je peux me permettre, en fait, c'est prévu dans la suite. Là, l'objectif, c'était de faire un point à mi-parcours sur les actions qui ont été proposées. Et alors, c'est vrai qu'il y a des actions qui ont été beaucoup proposées, d'autres qui n'ont pas beaucoup été proposées. Ça va dépendre du point de vue de chaque personne, etc. L'objectif, c'est pas que les actions les plus proposées soient celles qui soient choisies, mais qu'ensuite, et en particulier le 5 avril, il y ait une discussion sur les actions qui ont été proposées, que peut-être qu'il y en a que vous n'avez pas proposées et qui vous paraîtront chouettes. Peut-être qu'il y en a qui ont été proposées et qui ne vous plairont pas, et le temps de discussion, il sera à ce moment-là. Et donc voilà. Et donc là, l'objectif de ce soir, c'est de faire une sorte de point là sur les actions qui ont été proposées là. Mais c'est pour ça que ça sert à rien de les discuter pour l'instant, parce que le 5 avril, ça servira à faire ça. Mais c'est juste pour se rendre compte un peu de, avec ces actions qui ont été proposées, ben, qu'est-ce qu'on peut en dire, comment ça, enfin, qu'est-ce que si on mettait toutes ces actions, qu'est-ce que ça pourrait un peu faire, et voilà. Et c'est ça que Emmanuel a cherché à voir là. Mais l'objectif de la session aujourd'hui, c'est pas de discuter tout ça dans le détail, ce sera vraiment l'objectif de la journée du 5, quand on aura 1500 actions. Voilà, C'est en bonne route. en bonne route, c'est ça. voilà. Maintenant, pour la suite de la présentation, alors je vais faire un focus sur l'action énergétique, mais pas que. Vous allez voir, j'ai essayé de traiter d'un peu plus large, même si je vais beaucoup retabler sur la question énergétique. Alors, ce que j'ai écrit après, il y a beaucoup d'actions pertinentes desquelles je ne parlerai pas forcément. Et tout ce qui est formation, sensibilisation, éducation, ça, j'ai pas forcément fait le point dessus. Sur les lieux de vie, un peu. Sur la gouvernance, pas trop. L'utilisation de la matière, tout ce qui est toilettes sièges, compostage, jardin, tarification de l'eau, fuite, ça, je vais pas en parler forcément. Et il y avait une ou deux actions sur la biodiversité que je vais pas passer non plus dessus. Mais là, vous allez voir donc à la suite. Quels points sont traités? Donc, je vais reprendre les diagrammes d'énergie que j'avais fait jusqu'à maintenant et je vais mettre des postes, on va dire, où si je mets une croix sur le flux, c'est qu'il n'y a aucune proposition d'action qui concerne ce flux, en tout cas sur les 92 premières. Si je vais mettre un petit coche, c'est-à-dire qu'il y a une proposition d'action qui concerne ce flux d'énergie, donc une seule, hein, pour le coup. Et s'il y a un soleil, ça va au moins deux. Bon. Et donc là, si je fais l'exercice, on arrive à ça. Donc sur la production d'électricité au milieu, ce qu'on voit, donc en bleu, on voit qu'on a des propositions sur plusieurs choses, beaucoup sur la petite hydraulique peut-être, et plus sur les agrégations, enfin sur le petit photovoltaïque. Il y en a une seule proposition pour faire des centrales, en tout cas de taille un peu plus grande. On va avoir des propositions, une seule sur le thermique, sur donc la récolte de bois, sur la production de solaire thermique, sur la géothermie, donc à droite. Et on va pas forcément avoir de propositions actuellement sur les réseaux de chaleur, sur la consommation de bois énergie en général. Donc il n'y a pas forcément de proposition pour dire il faut augmenter la consommation de bois énergie. Par contre, valoriser le bois local, effectivement, c'est le cas. Et après, pour tout ce qui est import, il n'y a pas forcément de personne qui s'est dit ça serait vraiment bien d'enlever tout ça comme action ou alors proposer des actions. Par contre, si on considère que limiter le déplacement, changer de chauffage, tout ça, ça va baisser les imports et que, in fine, donc, ça va avoir un impact, bah, il va y avoir plusieurs propositions. Voilà. Et si je détaille, là, si je vais plus en profondeur, pour la petite hydraulique, typiquement des propositions, quatre que je peux citer, c'était de faire de l'hydro sur les eaux usées, donc turbiner les eaux usées, turbiner aussi l'eau potable, et donc là en amont, avoir des petites centrales hydro, donc faire proliférer les petites unités, et avoir un turbinage des stations d'épuration. Voilà, ça c'est pour la petite hydraulique ce que j'ai pu voir. Pour les centrales photovoltaïques, il y a une proposition de faire une centrale solaire sur le bassin de Guiers-3. Sur toutes les petites unités de production de solaire, donc plutôt chez les particuliers sur les toits,
il y a eu pas mal de propositions pour réduire les frais administratifs vis-à-vis des architectes des bâtiments de France. Ça, il y en a eu énormément. Il y a eu pas... Et sur la réglementation, la faire évoluer. Il y a eu des propositions de subventionner plus le photovoltaïque encore, d'équiper toutes les toitures et de faire l'autoconsommation, de donner la priorité au photovoltaïque, de faire des projets communaux, privés ou associatifs, et des projets peut-être un peu plus différents dans l'idée, avec des fabrications de supports avec de vieux skis, d'aider à la pose, de partager surplus, dans une philosophie un peu plus d'entraide. Voilà, donc ça c'est pour le petit solaire. Ensuite, pour le bois énergie, il y avait une proposition de valoriser encore plus l'exploitation de bois qu'elle est faite actuellement sur le territoire. Celle-là, je reviendrai dessus particulièrement. Et le solaire thermique, grosso modo, hein, c'est à peu près identique au photovoltaïque, hein. Réduire les freins administratifs et législatifs et donner une priorité à la consommation du thermique. Mais il n'y en a qu'une seule qui parle vraiment exclusivement de solaire thermique. Ensuite, sur les packs, donc les packs, c'est chaleur de l'air, de l'eau, du sol. Donc, il peut y avoir des packs géothermiques, et donc il y avait une proposition d'étudier des alternatives géothermiques sur le territoire, que ce soit pour des sociétés ou pour des particuliers. Voilà. Après, il y avait une non-présence sur le territoire, donc quelque chose que j'ai pas sur mes analyses de flux d'énergie, mais il y a des personnes, enfin une personne qui proposait de communiquer sur l'éolien. Je sais pas jusqu'où ça va aller, enfin, jusqu'où la personne aimerait communiquer ou faire des projets, je sais pas, c'est pas très clair, mais en tout cas, c'est comme question. Et ensuite, en transverse, il y avait des personnes qui proposaient de plus pencher sur les schémas directeurs des énergies en lien aux zones d'accélération des énergies, donc plus faire ce travail-là, et faire des coopératives villageoises sur l'énergie. Donc ça, c'est pour tout ce qui est production slash consommation de certains types d'énergie particulièrement ou de distribution. Si jamais des questions, interrompez-moi. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas très bien fait notre boulot parce que il y a des flux importants qui sont pas couverts? Je pense ou couverts que par une seule proposition. Alors, non, c'est pas la philosophie de l'exercice. S'il n'y a pas de croix, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire enfin, ça veut pas forcément bien faire son boulot. C'est des choses que naturellement, enfin moi en tant que citoyen, je parlerai pas forcément dessus parce que c'est hors de mes compétences. Et donc peut-être que c'est la formation en amont qui n'a pas été dessus. Peut-être que le potentiel il est pas énorme. Enfin, je pense qu'il y a plein de raisons qui font qu'il n'y a pas eu de proposition. Typiquement sur la grande hydraulique, je pense qu'il n'y a pas de proposition parce qu'effectivement, il y a tout le monde qui dit fréquemment qu'il n'y a plus de potentiel pour faire une grande hydraulique dans le Grand Briançonnais. Et donc, à juste titre, il n'y a pas de proposition. Euh, pour les réseaux de chaleur, c'est des compétences qui sont très communauté de communes ou des choses comme ça, où vous pouvez être délégué par des villes, et donc il y a assez peu de connaissances dessus. Moi-même, par exemple, j'ai assez peu parlé de ça. Pour la géothermie, c'est pareil. Donc, je pense pas que ça soit du travail mal fait. Euh, Ça, bah, c'est peut-être bien d'en discuter après et de se dire, bon, bah, est-ce que cette croix vraiment, c'est une croix qui nous va? Il n'y a pas forcément de choses qui ont été proposées dessus, mais est-ce qu'il y a besoin de proposer plus? Peut-être non. Pareil pour les choses, il n'y a qu'une seule chose de proposer. Ça se trouve, il n'y a pas forcément besoin d'aller plus loin. Mais en tout cas, de le mettre en évidence, je pense que c'est intéressant, au moins pour la discussion. Donc, c'est des choses particulièrement où vous dites là, il y a une croix et ça me chagrine parce que je pensais que quelqu'un aurait proposé quelque chose dessus, bah, ça peut être intéressant d'en discuter après. Mais par contre, ça veut pas dire que c'est mal fait. Pas du tout. Et ça couvre combien de propositions, vu que tu en as éliminé pas mal qui concernaient pas ton domaine d'activité? Et En bah tout? alors, ça par contre, j'ai pas regardé. Le sous-domaine donc des 92. Ça doit être une cinquantaine, une soixantaine, je pense, que j'ai traité sur les 92. À vue de nez, hein, vraiment, là, c'est à la louche. Alors donc ça, c'est pour tout ce qui est production. Ensuite, sur les points traités plutôt vis-à-vis de la consommation. Donc pour l'agriculture, il n'y a pas forcément une chose en lien avec l'énergie, mais il y avait l'idée de favoriser l'implantation de jeunes agriculteurs et agricultrices. Sur l'industrie, il n'y a rien eu. Bon, pareil, je pense qu'on connaît assez mal l'industrie du territoire et puis finalement, elle est assez faible. Pour le résidentiel, il y a eu augmenter le nombre de logements sociaux et saisonniers. Et là, il y a eu beaucoup, beaucoup de propositions, enfin beaucoup, sur l'isolation thermique, alors que ça soit pour simplement des termes comme favoriser ou plutôt subventionner, obliger l'isolation thermique et imposer pardon, des épaisseurs minimum ou alors carrément
encadrer les prix des locations, mais ce qui est le cas de la loi en fait. Ensuite, il y a eu pour les types de chauffage, obligés à changer, ou taxer, ou subventionner, ou mutualiser des types de chauffage. Donc mutualiser, c'est probablement des réseaux de chaleur ou une chaufferie collective pour tout le monde, ce type de choses-là. Et après, il y avait aussi développer des endroits collectifs, donc plutôt par rapport à des laveries, des buanderies en commun, donc plus avoir forcément des équipements individuels. Donc ça, c'est ce qui a trait au résidentiel, grosso modo, aux consommations liées au résidentiel. Ensuite, au tertiaire, il y a eu des propositions de boulangeries, de restaurants solaires ou de fours solaires, de lieux low-tech qui font un peu évoluer donc, les activités du territoire. Dans le tertiaire, c'est vraiment très très large. Il y a tout ce qui est lié au public, il y a tout ce qui est lié donc aux artisans, à tout ce qui est station de ski, tourisme, à l'hébergement, à la restauration. Il y a tout ce qui est aussi association. Donc vraiment là-dedans, il y a beaucoup de choses dans cette catégorie, je veux dire, d'énergie. Il y a remplacer l'emploi et donc enfin, relancer l'emploi autre que tourisme et artisanat, donc trouver d'autres débouchés. Typiquement, des personnes proposaient d'attirer des professionnels de l'informatique ou d'avoir plus d'études supérieures dans les Hautes-Alpes. Il y avait des propositions comme accompagner le tourisme 4 saisons et la rénovation de bâtiments touristiques. Voilà. Après, c'était assez succinct quand même sur les propositions pour faire évoluer l'emploi, les activités, s'organiser différemment. Sur le transport routier, c'est ce que je disais donc tout au début, il y aura eu vraiment énormément de choses. Du coup, j'ai essayé de le résumer en 5 points. Donc, il y avait une partie des propositions qui étaient sur le vélo électrique ou sur les vélos en général. Donc, subventionner les vélos électriques, avoir des locations de vélos électriques, donc des, des endroits partagés où on peut arriver et prendre un vélo, peut-être comme le font certaines villes, aménager les pistes cyclables, et voilà. Après, il y a eu beaucoup de choses sur le transport collectif. Alors, il y a eu des phrases comme optimiser le transport collectif sans plus d'indication, donc enfin, c'est pas forcément très clair, mais par contre, il y a des personnes qui ont parlé de trajets pendulaires le long de la Durance, d'améliorer la desserte, particulièrement à l'arrivée en train des touristes, avoir des ascenseurs valéens. Après, il y a aussi des choses de la gratuité des transports collectifs qui peut aller dans le sens justement de donner plus accès au transport collectif, favoriser le covoiturage ou augmenter la fréquence de certains trajets qui nous semblent importants. Et il y avait des notions aussi de carrément contraindre à utiliser en mettant des mesures sur la voiture qui feraient qu'à terme, on ne voudrait plus l'utiliser. Typiquement, beaucoup augmenter le prix des parkings, mettre des vignettes auto, choses là. Et ça, c'est plutôt la catégorie d'après. Donc, limiter l'accès à des véhicules à moteur, pardon, sur certains chemins, mettre des taxes à l'entrée du territoire, mettre des vignettes auto. Et les vignettes auto, c'était plus dans l'idée d'avoir certains véhicules qui peuvent circuler à certaines heures. Interdire la circulation de certains véhicules, carrément, des événements internationaux sans avion ou augmenter le prix des parkings. Après, dans une autre partie, il y a eu beaucoup de choses sur l'électrification aussi, donc des subventions pour l'électrification du parc de véhicules du territoire, donc, augmenter le nombre de véhicules électriques, mutualiser peut-être des investissements sur les véhicules électriques en proposant des parcs automobiles de location de véhicules électriques dans certains lieux considérés comme stratégiques. Et après, il y a eu des choses aussi sur la livraison de marchandises, donc par transport routier, peut-être arriver à optimiser plus le transport de marchandises, donc les derniers kilomètres à faire, et que ça soit en transport routier ou d'ailleurs en ferroviaire. Il y a eu la même proposition pour le ferroviaire. Sur le ferroviaire, typiquement, il y avait des propositions pour avoir des lignes de train plus directes pour Marseille ou Valence, donc vers le sud de la France. Améliorer le réseau de trains, notamment de nuit. Donc, par améliorer, je pense que c'est augmenter la fréquence du nombre de trains. Et peut-être refaire de la livraison de marchandises par voie ferrée, pour ne pas avoir que du fret de voyage, des transports de voyage. Et avoir aussi du fret. Voilà pour les propositions ici. La version loisir, il n'y a pas eu forcément de propositions. Bon, c'est vraiment très peu sur le territoire. Ensuite, si on part sur la partie droite, alors là, ça va être sur les personnes, qu'est-ce qu'elles sont censées faire selon les actions. C'est un peu plus compliqué comme exercice parce que là, il faut regarder un peu ce qui s'en dégage. Donc, selon les propositions, si on regarde les grands axes, il y a favoriser la justice sociale, donc à travers les factures énergétiques où on paye des choses en commun pour que les personnes plus précaires puissent aussi avoir un accès à l'énergie, voire une facturation différente par application. Pareil pour l'eau. Pas mal de propositions finalement de mutualisation, donc que ça soit dans les jardins, dans les équipements, euh, des fours solaires, enfin, voilà ce genre de choses.
pas mal de propositions pour produire plus l'énergie chez les particuliers, des propositions pour rénover, isoler et améliorer le chauffage, grosso modo sur les maisons. Il y a des changements de pratiques, donc notamment compostage, toilettes sèches, tout ce qui peut être low-tech. Il y a des axes de formation et de sensibilisation auprès des citoyens, donc des enfants, dans des lycées, des choses comme ça, mais aussi auprès des citoyens. Il y a changer les moyens de transport, donc qui est revenu souvent, vélo, véhicule électrique, transport en commun. Et tout ce qui concernait la gouvernance, c'était avoir un droit de regard, participer, s'investir. Donc ça, je trouvais que ça faisait un bon panorama de ce qui se disait et qui concernait les résidents principaux. Sur les résidences secondaires, ce qui s'est beaucoup dit et ce que j'ai beaucoup vu dans les 92 réponses, donc c'est rénover, isoler et améliorer le chauffage. Donc ça, c'est pareil que les résidents principaux. Et après, par contre, tout le reste est un peu absent. On demandait surtout de contribuer plus à travers l'augmentation des taxes pour les résidences secondaires, enfin essayer de les faire plafonner pas mal. Et à travers beaucoup de personnes qui proposaient d'obliger ou d'inciter à mettre en location leurs biens, que ce soit pour les saisonniers qui viennent que de temps en temps et qui voudraient avoir des logements à prix correct, ou pour ne pas avoir trop de lits froids et la capacité d'attirer plus de touristes. Et après, pour les touristes, grosso modo, il y avait une action qui était d'accompagner le changement de mobilité et qui a été repris, je pense, une ou deux fois en fait, mais grosso modo, c'était accompagner le changement de mobilité avec des tarifications peut-être incitatives dans les lieux touristiques, par exemple. Donc, à l'arrivée sur le territoire, que, que les personnes aient des tarifs dans les stations de ski ou, je sais pas, dans les endroits si elles sont venues en transport doux. Pareil pour si elles se déplacent sur le territoire avec les navettes, avec ces choses-là. Et après, il y avait une autre proposition, mais enfin, c'était plus, on attend d'eux à ce qu'ils soient assez attentifs lorsqu'ils se promènent pour les risques naturels, pour les impacts sur la biodiversité, parce qu'il y a eu des propositions de signalétique sur les risques, et notamment les risques naturels, et sur les impacts sur la biodiversité, de sortir des chemins, des choses comme ça. Voilà, donc ça, c'est plus le pendant consommation, donc que ce soit par secteur ou plus par type de personne. Alors, il en manque des types de personnes, les saisonniers, typiquement, sont pas forcément dedans, hein. Alors qu'il y a des propositions pour avoir des politiques d'hébergement pour les saisonniers plus importantes. Encore une fois, des fois, je pourrais, si vous me posez des questions, typiquement là-dessus, qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous entendez, je pourrais décrire un peu, mais des fois, en fait, la proposition d'action elle est tellement succincte que je ne sais même pas ce que la personne voulait dire. Ça, je le dis au cas où. Voilà. Et après, comme je disais, mon objectif n'est pas forcément de dire qu'il faut des actions pour ces points. Et alors, par contre, moi, j'ai noté par ailleurs, par rapport à ces 92 premières actions, et parce que je m'intéressais beaucoup au scénario de transition, ces choses-là, et ou au flux d'énergie, les points qui manquaient, en fait, où d'habitude, dans certains scénarios, pardon, il y a beaucoup de propositions dessus, et bah là, il n'y en avait pas forcément dans les propositions d'action. Donc, comme je disais, donc je souhaite juste que ça soit pas un oubli du fait de pas connaître les réponses des autres participants au questionnaire, ou par une sorte de responsabilité diluée où on se dit que quelqu'un a forcément dû proposer quelque chose sur le sujet. Donc là où il n'y a pas de proposition d'action et donc pas de politique en plus de ce que j'ai montré avant, hein, donc ça c'est en complémentaire, mais j'ai pas forcément fait de diagramme pour vous montrer. Sur l'eau chaude sanitaire, il n'y a pas forcément de proposition, alors que généralement c'est un onglet assez important de la précarité énergétique, en tout cas dans les propositions. Sur le refroidissement et climatisation, il n'y a pas forcément de choses non plus. Sur les usages de l'énergie, de l'électricité dans le domestique, le numérique ou même dans le tertiaire, c'est environ 10% de l'électricité française, sans compter les data centers étrangers. Donc c'est un poste de consommation quand même important que j'ai pas montré moi-même, mais où en tout cas il n'y a pas eu de proposition d'action. Alors encore une fois, hein, l'idée c'est pas forcément de leur proposer des choses. Si vous pensez que c'est pas du domaine de la proposition, vous laissez de côté, hein. Et après, par rapport à des exercices prospectifs assez classiques sur la question climatique, qui est très connectée aux questions d'énergie ou biodiversité, ce qui est le cas du territoire, et notamment sur les scénarios de transition 2050 ADEME, il n'y avait pas de proposition sur l'alimentation, sur les pratiques agricoles, sur la relocalisation locale, sur le partage des habitats ou la modularité de l'utilisation des bâtiments. Alors, il y a eu un peu de mise en commun de certaines choses, l'abri-buanderie, mais pas forcément plus que ça. Sur les culturels, pareil, il n'y avait pas forcément beaucoup de choses sur la biodiversité. L'économie de la fonctionnalité ou de la réparation, qui est vraiment beaucoup mise en avant dans ces scénarios, elle était un peu absente aussi. Les questions de recyclage, pareil, pas forcément. J'ai pas vu de proposition d'action, en tout cas sur les 92 premières, hein. Encore une fois, il y en a eu 40 entre-temps, donc ceux-là, je les connais pas bien. Pas du tout, même. Sur la baisse des distances parcourues, donc effectivement, on voulait faire peut-être interdire certaines utilisations de voitures à certains moments de la journée, qui a pour résultat de baisse des distances parcourues, mais par contre, le levier sobriété, on va dire,
l'utilisation des véhicules, pas forcément. La végétalisation des aires urbaines qui a plusieurs co-bénéfices, pareil, ça n'a pas forcément été visible. Et l'adaptation et la résilience aux défis du changement climatique, pareil, il n'y a pas forcément eu de proposition là-dessus pour l'instant. Et alors, bon, bah, c'est pas du tout exhaustif, hein. Enfin, c'est juste des choses que j'avais à l'esprit comme ça en lisant les actions et puis en me disant, bon, bah, dans les scénarios, d'habitude, des choses en parlent. Et là, on n'en avait pas forcément. Alors, encore une fois, c'est pas du tout pour dire qu'il faut en parler, hein. Il y a un choix et puis, c'est juste pour pas que ça, forcément, ça passe à la trappe parce qu'on se dit, comme on n'a pas de points sur ce qui est visible, enfin, ce que les autres ont proposé et ce qu'ils n'ont pas proposé, peut-être des fois on hésite à dire des choses peut-être trop évidentes. Qu'est-ce que c'est Voilà. la relocalisation? C'est la relocalisation des industries. Dire on reprend des industries sur notre territoire sur certains sujets, euh, pour pas forcément que ce soit produit à l'étranger. En tout cas, sur les scénarios de transition, il y a des grosses hypothèses de relocalisation. Grosse hypothèse, ça veut pas forcément dire qu'on relocalise beaucoup, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment très très incertain. Et où les experts se prononcent, ils font des scénarios complètement différents pour savoir si on continue à produire à l'étranger ou si on recommence à avoir des industries localement. Donc ça, en fait, tout ça, c'est des points où les scénarios ne tranchent pas, hein. Ils disent pas forcément il faut faire ça. Par contre, ils disent il y a des déploiements plus ou moins importants de ces leviers ou pas. Donc c'est intéressant quand même à regarder. Notamment dans les scénarios de transition 2050 ADEME, où il y a quatre gros scénarios qui sont complètement différents, hein. Des scénarios très de sobriété, des scénarios très technologiques, avec ou pas des changements de mode de vie, de type. Mais en tout cas, ils traitent ces sujets tous en disant ça on fait pas, ça on fait. Voilà. Alors là, c'était la partie où il y avait grosso modo fini le débrief global des propositions d'action. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce niveau-là, euh, précises sur des choses plus générales ou si vous voulez un peu discuter, c'est possible. Après, la prochaine partie qui vient, c'est sur le PCAET, les SRADET et les objectifs qui sont fixés pour le territoire. Moi, j'ai peut-être juste une précision rapide. Euh, et désolé, je bypass tout le monde, mais ouais, sur le fait que ces propositions d'action, pour l'instant, enfin, il y en a plein qui ont été proposées. Là, c'est un premier débrief comme ça. Mais l'idée, c'est que en plus de ça, nous, il y a déjà eu une session qui a été faite et il y en aura une la semaine prochaine. L'idée, c'est aussi de permettre au conseil scientifique et à un ensemble de personnes qui sont un peu expertes de différents sujets sur le territoire de regarder ça et puis de pouvoir les caractériser, essayer d'évaluer leur faisabilité, ce que ça impliquerait en termes de moyens financiers, fonciers, ce genre de choses, pour avoir aussi des actions qui soient un peu plus riches à discuter le 5 avril. Voilà, c'était juste un petit point sur la méthode. Et je vous laisse gérer les... Manu, je te laisse gérer les prises de parole. Ouais, pardon, je disais que je vois pas du tout bien les levées de main comme j'ai le mode présentateur en tout Moi, écran. moi, je les vois, si tu veux, je peux Ok. te suivre. Il y a Régis et Maxence. Je crois que Régis a levé la main en premier. Tu peux y aller. Ouais, j'ai levé la main en premier, mais j'ai plus parlé que Maxence. Tu Euh, veux cède ta place? Non. je veux bien céder ma place à Maxence. Maxence, vas-y. J'apprécie qu'on soit aussi courtois dans le cadre du PETR, ça me fait plaisir. Merci Régis. Alors non, pour essayer d'être synthétique et pour parler de manière globale, vraiment pour tout le monde, je pense qu'il faut qu'on soit vraiment prudent parce que le but c'est quand même de faire des propositions à des élus. Et là, donc dans ce que Emmanuel a montré, la diapo sur lequel il avait mis un peu plein de mots qui revenaient, etc. Il y a quand même des mots qui m'ont marqué. C'était marqué gratuité, aide à l'achat, subvention qui revient plusieurs fois, impôt et taxes qui revient plusieurs fois. Et je pense que si on veut faire vraiment des propositions sérieuses, il faut enfin, les propositions sont toutes sérieuses, mais des propositions qui seront plus faciles à entendre pour des collectivités, je pense qu'il faut qu'on soit vigilant à pas leur demander de trop taxer les gens et de trop, eux, investir.
parce que je pense que ça va être compliqué si on vient avec des propositions et qu'on leur dit on a trouvé une super proposition, ça va vous coûter 200 000. Voilà. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on réfléchisse là-dessus. Je vous donne juste un exemple que moi j'avais trouvé très probant dans le cadre de la France quand j'ai lu le plan de transformation de l'économie française, où ils avaient dit ben, une mesure qui est très facilement envisageable pour réduire le carbone, c'est par exemple réduire les quotas de décollage. Bon, ben, ça coûte rien et ça peut se mettre en place tout de suite. Voilà, je pense que moi, dans les propositions que j'ai faites, j'ai essayé, et j'avoue que c'est très dur, de raisonner comme ça en se disant ben, qu'est-ce qu'on pourrait essayer de mettre en place qui ne va pas forcément coûter de l'argent à la collectivité ou des mesures qui ne vont pas être un report du coût individuel vers la collectivité. Typiquement, on demande aux gens de plus prendre la voiture et à la place on subventionne les bus. Voilà, qui du coup, bah oui, c'est pas les gens qui payent eux-mêmes, mais c'est la collectivité qui va payer. Voilà. Maxence, c'est quoi les quotas de décollage? Je te fais un petit message en privé, à moins que tout le monde veuille l'entendre, mais voilà. On a dit que c'était Je une sais, discussion. oui, oui, on veut savoir. Oui, j'ai la même question. Merci de. Pareil. Vas-y. Eh bien, je vous renvoie au livre. Non, je rigole. Dans le livre, donc, Plan de transformation de l'économie française, qui a été écrit par le Shift Project, il propose en fait pour diminuer l'empreinte carbone de la France, de mettre des quotas de décollage aux aéroports. Par exemple, de dire, bah, en fait, l'aéroport, il ne peut faire décoller ou atterrir que, je sais pas moi, 50 avions par jour. Et bah, du coup, automatiquement, ça réduit l'impact carbone du pays. Alors évidemment, il va y avoir des effets rebonds sur d'autres pays qui potentiellement, eux, vont vouloir prendre, enfin, vont potentiellement prendre plus d'avions. Mais voilà, c'est un moyen qui peut se mettre en place tout de suite, qui ne coûte rien et qui permet de réduire l'impact carbone. Bien sûr, ça va avoir des impacts également sur l'emploi, etc. Mais voilà, c'était juste pour donner un exemple. Merci. Quelqu'un d'autre veut... Juste pour réagir à ce que tu disais, Maxence, sur les impôts, si, s'il y a des gens, s'il y a un groupe de citoyens qui propose d'augmenter les impôts, je pense que c'est plutôt bien perçu par les élus, non? Enfin, sauf si c'est des impôts qui sont appliqués sur d'autres, mais Bah, le problème des impôts, c'est que c'est souvent, enfin, c'est perçu comme des mesures qui sont difficiles à mettre en place puisqu'il faut souvent les expliquer. Et voilà, si demain on vous dit, bon, bah, on monte les impôts, je pense que on sait tous un petit peu comment ça se termine, souvent. Juste un mot là. Vous m'entendez là? Allez-y, oui. Je peux y Allez-y. aller? Oui, moi j'ai fait une proposition qui est normalement, ça ne devrait pas trop coûter d'argent, c'est que les individuels puissent garnir leur toit de panneaux photovoltaïques. Alors ça demande un investissement initial, mais la rentabilité est assez importante. C'est-à-dire que le retour d'investissement est assez court. Donc on doit trouver des moyens, des astuces financières qui permettent aux citoyens normaux de pouvoir s'équiper leur toit de panneaux photovoltaïques et qu'on trouve un moyen de, si vous voulez, qu'ils n'aient pas à payer l'investissement initial. Hein, par exemple, on pourrait dire la moitié de la production que vous faites pendant les 5 premières, je dis ça au hasard, hein, la moitié de la production que vous faites pendant les 5 premières années, eh bien, elle paiera l'investissement, par exemple. Ou des astuces. Il y a des moyens de trouver des astuces financières qui permettent aux gens de pouvoir se permettre d'investir dans leurs panneaux et qu'ils ne soient pas obligés de payer beaucoup, quoi. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Hein, si on utilise une partie des gains dans les premières années, et on leur dit, par exemple, au bout de 5 ans, au bout de 6 ans, je n'ai pas fait des études économiques, eh ben, vous aurez plein pot l'intérêt de la vente de l'électricité, comme vous ne consommez pas. Donc, il suffit de cogiter un tout petit peu pour essayer de promouvoir ce truc-là qui est fait par la population. Hein, et on a trouvé un moyen que ça ne les pénalise pas trop du point de vue financier. Et c'est possible, ça, hein, de faire ça.
Et il suffit de demander à des financiers, à des gens un petit peu compétents dans le domaine, pour voir comment on peut essayer d'arranger ça, quoi. Alors effectivement, il faudrait quand même que la communauté puisse, dans une période du début, amortir un tout petit peu l'investissement. Hein, c'est pas sûr qu'en donnant la moitié de sa production pour rembourser l'investissement, ça soit suffisant, j'en sais rien. Hein, mais il y a peut-être une petite part qui serait soit aux communes, c'est pas possible, ils sont pas beaucoup de sous ceux-là, hein, soit au département, soit à la région, soit à l'État, quoi. Hein, si on est des bons négociateurs avec l'État, on va pouvoir s'en sortir. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Je veux dire qu'il y a des moyens de faire en sorte que des gens qui n'ont pas trop de moyens, en fait, puissent quand même s'équiper comme il faut, sans ruiner la collectivité. Ok, c'est clair, merci. Il y a Patrice, Clément, ensuite Bruno et puis Régis à nouveau, si c'est ok. Oui, bonsoir. Moi, j'avais proposé il y a au moins 10 ans à des élus et en particulier à mon député préféré de travailler sur la possibilité qu'ont les maires d'imposer dans les autorisations permis de construire, de réaliser sur chaque événement un minimum d'installation de renouvelables. Alors moi, je pensais d'abord au solaire thermique parce que c'est ce qui semble le plus simple, le plus efficace et qui va pas chercher des matériaux compliqués comme le photovoltaïque, voire des panneaux chinois. Mais bon, ça peut s'appliquer à n'importe quelle énergie renouvelable, bien sûr. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dépose un permis de construire avec tant de surface constructible, ben, on doit minimum équiper tant de la surface en panneaux solaires, en ce qu'on veut, mais renouvelable, quoi. Ça aurait dû plaire aux élus, mais j'ai jamais eu de retour. J'ai même jamais eu de réponse à mes courriers. Donc, je suis un peu surpris. Je réitère la proposition. Alors ça concerne effectivement le neuf, hein, le bâti neuf, mais on pourrait aussi faire des choses sur le bâti ancien ou en rénovation, parce qu'il n'y a pas de raison. Quand on voit l'été que un panneau solaire thermique, en 2 heures, il a fait de l'eau à 70 degrés. Bon, je crois que n'importe quel toit, même s'il n'est pas bien orienté, il suffit, au moins l'été. Et maintenant, avec les panneaux qu'on a, on arrive même à faire de l'eau chaude en février-mars, hein, surtout avec les soleils qu'on a en ce moment. Merci. On prend note, je rajouterai ça dans la partie action aussi, dans le questionnaire, si vous ne l'avez pas rempli vous-même. Bruno, je t'en prie, tu peux y aller. Oui, oui. Donc moi je rebondis sur les deux dernières choses, quoi. Il y a certainement des freins financiers par rapport au photovoltaïque et au solaire au solaire thermique. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi les gros freins avec l'ABF? Et justement, on est sur des placés quasiment partout. Tous les périmètres centraux des villages sont classés, enfin, à distance d'un patrimoine historique ou autre. Et en fait, il y a vachement de freins par rapport à ça, je crois, aussi bien pour les communes que pour les particuliers. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt essayer d'inviter l'ensemble des systèmes décidants à revoir un petit peu peut-être une réflexion sur notre patrimoine et sur la façon dont on envisage notre patrimoine, sachant que si on bloque tout autour des églises et des bâtiments classés, on n'ira jamais plus loin. Et qu'il y a un moment où la réalité va certainement nous rattraper. Et il faudra peut-être envisager de changer ça et se dire, bon, on risque de perdre un petit peu, effectivement, une qualité patrimoniale, mais on est obligé. Et peut-être qu'à un moment, il faudra lâcher ça. Et que si l'État, si on emmène nos élus, après, là, on est plus dans les hautes sphères, mais à prendre conscience de ça et se dire
notre avenir, il passera de toute façon comme dans le Vorarlberg ou dans des choses où ils ont complètement modifié l'architecture, accepté des choses qui n'étaient pas dans le traditionnel, et que notre tradition, elle est peut-être amenée à évoluer. Et si on avance là-dessus, je pense qu'on va casser quand même pas mal de freins, parce qu'il me semble que là, on a des gros freins en termes de réglementation, quoi. Et que si on casse pas ces freins, mais qui doit casser ces freins? Est-ce que c'est populaire et que l'ensemble des citoyens va dans cette direction, pousse les élus dans cette direction? Est-ce que les élus auront suffisamment de pression pour aller chercher une modification des lois? Ou est-ce qu'on attend qu'on y soit vraiment obligé, qu'on soit à la corde autour du cou et qu'il n'y ait plus qu'un pied du tabouret qui tienne et que on dit bon, mais maintenant on n'a plus le choix. Ce sera trop tard, je pense. En tout cas, financièrement, il y a certainement des freins, mais je pense qu'il y a beaucoup de freins qui sont aussi sur le patrimoine, quoi, sur l'ABF et sur les réglementations. Un petit mot à Bruno, là, justement. J'étais dans la veille de la Clarée, là, il y a quelques jours, et j'ai remarqué qu'il n'y avait pas un toit dans la Clarée qui est équipé de panneaux photovoltaïques. Alors, c'est peut-être ce que vous dites, là, c'est peut-être c'est un problème. Moi, je sais qu'à Monétier, on a quand même des soucis par rapport à l'ABF, parce qu'on a tout ce qui est au périmètre, sur un certain périmètre de l'église, entre autres, mais on a plusieurs bâtiments classés dans le village et dans les hameaux. Et c'est vrai que c'est compliqué d'installer du photovoltaïque. Et c'est vrai que là, voilà, peut-être repenser, se dire, est-ce que un jour, on n'aura pas de toute façon l'avenir de nos villes, de nos villages et même d'une ville comme Briançon, ne sera pas que même l'église, elle aura des panneaux solaires, quoi. Et si l'église elle est en panneaux solaires, bah, c'est vrai que vu d'en haut, bah, ce sera différent. Ce sera plus des toits en tôle ou en tuile ou je sais pas, ou en bardeau. Et moi, je trouve pas qu'on ait vraiment une super harmonie au niveau de nos toitures. À la limite, ce serait tout en photovoltaïque. Bah, écoute, je pense que de vue d'en haut, bah, ce serait comme ça. Je suis pas sûr que ça dénature complètement le site. Alors après, il faudra en parler, hein, parce que je suis pas convaincu de ce que je dis, mais ce dont je suis sûr, c'est qu'un jour, il vaut mieux mettre des panneaux solaires sur les toits des maisons qui sont déjà des surfaces utilisées, plutôt que de mettre des panneaux solaires dans les champs cultivés par les agriculteurs. Ça, c'est sûr. Là, il n'y a pas photo, quoi. Juste rapidement, je sais qu'il y a encore Régis et Florent qui doivent parler. Si dans 2-3 minutes, je peux reprendre la présentation pour avancer. Vous avez le temps, Régis et Florent, mais des interventions modérées. Une question hyper rapide pour toi. Donc là, tu as vu passer pas mal de propositions. Est-ce que tu t'es pas dit à un moment, ouah, j'aimerais bien que ces propositions elles soient formulées plus clairement, plus détaillées, plus fouillées, enfin, est-ce qu'on aurait pu travailler différemment, quoi, en fait, pour faciliter le travail en aval? Alors, je pense que oui, mais que c'est un peu inhérent au... Alors, moi, en fait, je me suis beaucoup focusé sur le titre et sur la description. Je suis pas trop allé enfin, sur la suite du questionnaire où normalement il y a demandé qui porte le projet, à quelle échéance, qui sont les destinataires du projet et tout ça. Ça, j'ai moins regardé. J'ai surtout regardé au début pour pouvoir placer par rapport au flux et tout ça. Et comme enfin, j'avais commencé à le faire, et franchement, c'était pas buvable à présenter. Donc je suis revenu en arrière là-dessus. Et donc, en fait, je pense que ce travail de caractérisation plus précis, il faudra le faire complètement, quoi. Moi, je me suis arrêté à la moitié et j'ai dit, là, je regarde pas plus. Par contre, ce qui pourrait être plus intéressant, effectivement, je pense que identifier les potentiels vraiment, plutôt que de dire favoriser, tout ça, enfin, se mettre avec une carte et dire, bon, bah là, il y a ça, là, il y a ça, ou des choses comme ça. Enfin, vraiment, pousser l'exercice à fond, c'est bien sûr hyper intéressant, et puis là, ça manquerait peut-être un peu. Mais après, je sais pas encore si c'est plutôt aux citoyens d'orienter et après aux techniciens de voir comment est-ce que ça s'opérationnalise. Enfin, je sais pas. Là-dessus, j'ai pas beaucoup d'avis. Mais du coup, je me suis arrêté à la moitié de l'exercice, grosso modo. Florent, peut-être, si tu veux. Et merci pour l'article sur les ABF aussi, qui est dans le chat. Oui, je vous ai partagé un article là sur les ABF, c'est tout frais, ça date d'il y a 5 jours. Effectivement, je pense que dans le territoire, c'est un peu essentiel.
Euh, non, je voulais réagir rapidement là sur un peu des points hein, qu'on ressasse sur le solaire thermique, hein, sur le solaire, l'intérêt de faire du solaire en dehors des toits. Voilà, j'en dis pas plus. C'est des points, non, c'est des points qu'on a pu aborder dans les formations. Et c'est vraiment important de revenir là-dessus parce qu'effectivement, à partir de euh, ces sujets-là sur les matériaux là et le photovoltaïque, c'est quand même un sujet euh, ouais, de désinformation qui est assez fort en fait. Et voilà, il faut vraiment vraiment trouver des informations fiables. C'est important. Voilà. Pour le contexte, Florent, il travaille sur le scénario à l'échelle des Hautes-Alpes avec la SAPEN. C'est un scénario de transition énergétique à horizon 2050 et avec Négawatt, enfin, dans la philosophie Négawatt. Voilà. Mais Florent, il peut aller un peu plus loin là Mais Alors, non, mais je peux le dire 30. Est-ce que je peux reprendre juste et ouais, t'écrire vas-y, Manu. C'est pour ça que j'ai rien dit. Vas-y. C'est gentil, merci. Désolé. Après, s'il y a des choses là que je dis, tu pourras rebondir dessus. Il y aura du matos, hein. Donc, enfin, là, je propose de remettre toutes ces actions dans les propositions, enfin, par rapport aux objectifs du territoire. Toutes les propositions d'action, en fait, à quel point est-ce qu'elles font sens par rapport aux objectifs qui sont fixés. Donc, le but, c'est de comparer par rapport au PCAET et au SRADET. Le PCAET, c'est le plan climat, air, énergie, territoire. C'est des plans qui doivent être faits pour établir une feuille de route et des actions pour les territoires. Et donc, c'est sur les agglomérations d'un certain nombre d'habitants en plus. Et le PETR a pris la charge de dire, nous, on fera le plan climat. Et ils ont inclus le pays des écrins Guiss-Roquera, qui n'était pas forcément obligé de le faire, mais ils l'ont fait. En tout cas, il a été établi en 2019 et il a comme année référence 2012-2016, enfin, ces choses-là. Et à partir de ça, il fixe des objectifs pour le futur. Et après, le SRADET, j'en parlerai après, mais c'est le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Du coup, il y a beaucoup de choses dedans, il y a beaucoup de points, hein. Mais en tout cas, il traite aussi des questions d'énergie. Euh, Lui, il a été établi pour la région PACA en 2018. Et il fixe aussi des objectifs d'évolution de la production et de la consommation, et pour chaque communauté de communes. Voilà. Donc pour le PCAET, pour ceux qui n'ont pas forcément regardé ce qu'avait fait le PETR là-dessus, il y a un programme de 45 actions qui sont réparties dans 5 orientations stratégiques. Il y a des actions qui se ressemblent énormément avec les propositions d'actions que vous avez pu faire. Donc c'est assez proche sur plein de points. Mais eux, ils fixent des objectifs un peu plus globaux aussi, en tenant compte de tout ce qui doit être fait pour répondre notamment aux objectifs climatiques, mais pas uniquement. Donc, par exemple, dans les 5 axes stratégiques, il y a diminuer la consommation d'énergie dans le secteur résidentiel et dans le secteur tertiaire, avec un objectif de 240 gigawattheures d'économie d'énergie d'ici 2030. Il y a aussi diminuer les émissions de gaz à effet de serre, quelque chose dont je parle assez peu, mais l'objectif, c'était d'éviter 130 000 tonnes d'équivalent CO2 à l'horizon 2030. Il y a développer les énergies renouvelables pour atteindre 75% d'autonomie énergétique en 2030 et 100% en 2050. Donc, pour faire ça, l'objectif, c'est d'augmenter de 255 gigawattheures la production d'énergie à horizon 2030 par rapport à leur année de référence. Et ensuite, il y a 2 autres axes qui sont développer la résilience des activités socio-économiques du territoire, donc pour mieux s'adapter aux effets du changement climatique, donc adapter les activités, et il y a aussi adapter le territoire en général au dérèglement climatique. Donc, ils ont formulé ça, les ressources naturelles locales comme atout majeur de la résilience du territoire. Alors là-dessus, qu'est-ce qu'on peut en dire? Si on regarde les 255 gigawattheures à augmenter pour la production d'énergie en 2050. Grosso modo, le territoire, là, le PETR, la production d'énergie locale, c'est quand même beaucoup l'hydroélectricité qui représente entre 80 et 90% de l'énergie produite localement et toujours actuellement. Donc j'ai juste fait un exercice de pensée pour montrer aussi à quel point l'exercice est difficile de se dire est-ce qu'on a vraiment réussi à atteindre les objectifs. Là, je vous ai mis différentes années, donc à partir de 2015, sachant que la référence c'est 2016, l'année, qui est écrit en haut à droite. Et donc il y a les capacités installées dans le Briançonnais, dans le Grand Briançonnais, donc avec le pays des écrins et le Guiers-Roquera.
Les capacités, donc c'est une puissance au milieu, donc c'est logiquement, si on fait ça, si on a une certaine puissance qui tourne toute l'année, on a une énergie, c'est la colonne de droite. Et par contre, en fait, à une puissance donnée, en fonction des conditions climatiques, l'hydro, il produit pas pareil. Donc, si c'est des années humides, il va produire plus. Si c'est des années sèches, il va produire moins. Et donc, la capacité, des fois, renseigne pas forcément bien sur l'énergie. Enfin, toujours est-il qu'on voit que la capacité, elle a vraiment, elle a doublé entre 2015 et 2023 déjà, et que ça s'est beaucoup fait au cours de l'année 2015-2016. Donc, en fait, entre 2015 et 2016, on a eu 70% de capacité installée. Euh, En fait, ça veut dire qu'au cours de l'année 2016, il y a eu X gigawatts de capacité additionnelle, donc de centrales construites. Donc si on prend comme année de référence 2016, en fait, si on installe des centrales au cours 2016, on n'a pas forcément leur production à l'année. Donc en fait, c'est presque l'année 2017 qui compte plus sur la production que celle de 2016 pour fixer notre quantité d'énergie de référence. Et donc, si on considère par contre que c'est la production de l'année 2016 qui compte, donc les 224, et qu'on regarde 2020, en fait, on a déjà eu une augmentation de 304 gigawattheures par rapport à l'objectif du PCAET. Et on peut se dire qu'en comparant l'année 2016 à l'année 2020, et ben, les objectifs sont déjà remplis, donc qu'il n'y aurait pas forcément besoin de plus de production énergétique. Par contre, si on se dit que c'est la capacité qui compte et qu'en fait 2016, ce qui compte, c'est toutes les installations qui ont été faites pendant cette année et de rajouter encore en plus 255 gigawattheures, on se rend compte qu'en prenant donc le début 2017 pour que toutes les installations soient faites, on a une augmentation d'énergie entre 2007 et 2020, typiquement qui est l'année la plus probante, de que seulement 143 gigawattheures. Donc là, l'objectif il est loin d'être atteint, vu qu'il nous manque à peu près 120 gigawattheures. Même en comparant l'année 2007 à la meilleure année de production d'énergie en termes d'hydro. Et c'est même encore pire si on compare l'année 2007 avec l'année la plus récente dans les données, hein. Alors, c'est pas l'année 2024, mais 2023, en tout cas, les données sont là et on se rend compte qu'on a augmenté que de 45 gigawattheures. Donc, tout ça pour dire que, enfin, c'était pour prendre un recul au début par rapport à cet exercice-là, de dire, en fonction de ce qu'on considère l'année de référence, en fonction de à quelle année on la compare, ça change tout sur l'atteinte des objectifs. Donc, c'est bien pour d'avoir une sorte de cap, c'est-à-dire il faut augmenter de temps et temps. Ça représente une quantité d'énergie importante. Mais par contre, si on veut se dire, on fait une feuille de route et on regarde comment est-ce qu'on évolue, c'est assez particulier quand même comme exercice et c'est assez compliqué. Voilà. Bon, toujours est-il que du coup, ce qu'on peut dire sur l'atteinte des 255 gigawattheures, c'est que soit on se dit que vraiment on est dans un cas où l'année de référence était à 70 mégawatts de capacité et qu'on a grosso modo produit aux alentours de 350 gigawattheures et que par rapport à l'année la plus récente, eh ben, en fait, on n'a qu'une production de environ 50 gigawattheures en plus. Soit on se dit que en fait la capacité qui comptait c'était celle de l'année plutôt 2015 et là du coup on a beaucoup produit depuis et ça dépend vraiment de ce qu'on met en face et donc là on atteint l'objectif. Mais grosso modo c'est pour dire que c'est assez compliqué de faire cet exercice-là. Mais je proposais quand même de montrer les ordres de grandeur et tout ça. Sachant que le PV solaire qui a été installé pendant ces quelques années, donc on va dire de 2016 à 2023 pour le photovoltaïque, c'est de l'équivalent de 8 gigawatts. Et on peut s'attendre, d'après le PCAET, à aller vers 60 gigawattheures, mais vraiment, vraiment en poussant à fond la production de PV. Donc voilà, ça c'est pour les ordres de grandeur. Ensuite, l'objectif en face, si on regarde pas forcément la production, si on regarde les économies d'énergie, donc le PCAET, il s'est dit par rapport à l'année 2012, il faut 20% d'économie d'énergie finale à horizon 2030. Donc si on reprend ce graphique, si on fait la somme, grosso modo, on a une consommation de 1090 gigawattheures à plus ou moins 200 gigawattheures. Je disais, c'est que les incertitudes, elles sont assez fortes en fait sur pas mal de secteurs. Mais on va dire qu'on est à 1090 et que l'année de référence 2012, comme l'a établi le PCAET, alors sans forcément mettre d'incertitude, mais grosso modo, ça va être à peu près les mêmes, elle était à 1185 gigawattheures. Donc par rapport à l'exercice de pensée de avant par rapport à la production, les problèmes sur les années de référence par exemple sont beaucoup moins importants du fait d'une variabilité beaucoup plus faible de la consommation. Donc là, ça va, on n'a pas forcément les mêmes problèmes. Et on peut voir que selon le PCAET, entre 2012 et 2016, il y a 4% d'économies qui ont été réalisées. Donc entre 1185 et 1134, je vous le dis, je ne l'ai pas écrit, mais entre 2012 et 2016, c'est ces deux chiffres, gigawattheures, donc c'est 4% d'économies qui ont été réalisées. Et si je compare moi avec les chiffres des années ce que j'ai produites pour l'année 2022, le territoire il a 8% d'économie d'énergie par rapport à 2012. Donc en 10 ans, il y a eu 8% d'économie. Et donc là, il reste plus que 8 ans pour en faire encore 12 pour remplir les contrats
le contrat qui s'est fixé. Alors, c'est un exercice assez hasardeux car les incertitudes sont grandes, c'est ce que je vous ai montré, un peu moins de 200 gigawattheures, que ça soit fait par le PCAET ou moi-même, je pense peut être dans ces ordres de grandeur-là. Et ce qu'il faut considérer par contre dans cet exercice, c'est que les économies d'énergie les plus faciles sont généralement les premières. Et ensuite, ça demande un vrai effort de grappiller moins de kilowattheures sans changement de grande ampleur, donc sans transformation globale du territoire. Donc là, si on arrive à atteindre les objectifs, c'est bien, mais ça veut dire que les objectifs plus tard, parce qu'il y aura encore des objectifs qui seront à peu près des mêmes ordres de grandeur, et ils seront encore plus compliqués à atteindre. Et donc là, c'est les provisions d'action, il faut directement les inscrire dans ces choses-là. Voilà. Donc ça, c'était pour le PCAET. C'est très global et c'est très rapide, mais je pense que ça permet de se donner aussi des idées de à quel point il faut proposer des actions ou pas sur les gains d'énergie notamment. Et après, sur la déclinaison locale de la stratégie nationale bas carbone, qui est notamment dans le SRADET, hein, qui a des domaines qu'il couvre. C'est à travers la lutte contre le changement climatique, mais il couvre plein d'autres choses aussi. Donc la gestion économe de l'espace, l'implantation d'infrastructures d'intérêt général, pollution de l'air, habitat, et des territoires, toutes ces choses-là. Et notamment la maîtrise et la valorisation de l'énergie. Donc lui aussi, il fixe des objectifs par exemple 2023, 2030 et 2050 pour les territoires et que ceux-ci doivent remplir. Donc si on regarde si on fait le même exercice, pour la consommation, le SRADET, il est un peu plus ambitieux. Enfin, le SRADET est en général plus ambitieux que le PCAET. Il fixe 17% d'économie d'énergie finale à horizon 2023. Donc en fait, par rapport à l'année de référence 2016, hein, donc pour lui, il faudrait déjà que le territoire ait fait 17% d'économie d'énergie. Donc du point de vue région, on va dire. Et à horizon 2030, il fixe 27% de consommation d'énergie en moins par rapport à l'année donc 2016. En face, si on regarde la production, ce qu'il a prévu pour le territoire, donc pour avoir logiquement ses objectifs à lui, c'est de multiplier par 9 la production régionale d'énergie renouvelable en 2030. Donc ça, c'est pour toute la région. Et par contre, il fait des déclinaisons par communauté de communes. Et si on fait les 3 communautés de communes, en fait, ça veut dire à peu près 604 gigawattheures de production en plus à l'horizon 2030. Donc c'est énorme, hein. C'est pratiquement doubler la production actuelle. Et il prend pour hypothèse ce que je vous ai mis en dessous. Donc pour l'hydroélectricité, il dit que il n'y a pas besoin de construire plus, il faut des améliorations des installations existantes. Et pourtant, les chiffres qu'il met en face, c'est plus ou moins entre 200 gigawattheures et 530 gigawattheures à l'horizon 2030. Et ça, honnêtement, je pense que c'est pas possible. Donc, juste en améliorant les installations existantes, arriver à trouver telle quantité d'énergie, je ne pense pas. Voilà, bon, c'est juste un point. Sur le photovoltaïque, ils disent plus 42 à plus 133 gigawattheures d'ici 2023. Donc là, c'était actuellement, il aurait dû y avoir ça, sachant que la production totale du territoire, c'est 8 gigawattheures, hein. Donc on est à un facteur 5 ou 6 en dessous de la barre basse de ce qu'ils envisageaient. Sur la méthanisation, ils disaient créer 4 à 5 gigawattheures à horizon 2023. Je suis pas sûr qu'il y en ait sur le territoire. Je pense qu'il n'y en a pas. L'éolien, ils misent pas dessus pour le territoire. Le bois énergie collectif, ils disent plus 1 à 28 gigawattheures à horizon 2030. Donc ça, c'est tout ce qui est réseau de chaleur, chaufferie et communes. Et récupération de chaleur, plus 5 à 99 gigawattheures à horizon 2030. Donc ça, c'est pour la géothermie, je pense, principalement. Je suis pas exactement sûr ce qu'ils mettent derrière. Pour des centrales nucléaires, je verrai, mais là, je suis pas sûr, donc je pense que c'est de la géothermie. Pour le solaire thermique, ils sont entre 4 et 12 gigawattheures à horizon 2030 en plus. Et pour les centrales biomasse, ils disent créer 2 gigawattheures à horizon 2030. Donc pareil, si je vous disais effectivement ce qu'il y a actuellement en bleu, le photovoltaïque, on est à plus 7 gigawattheures en 2023, la méthanisation, je pense qu'on est à peu près à zéro. Le bois d'énergie collectif, ça a beaucoup évolué depuis 2016. Il y a eu la chaufferie de Briançon qui se lançait, donc c'est à peu près 20 gigawattheures au moins en 2023, plus les autres projets de réseau chaleur. Donc il y a encore quelques gigawattheures à chercher. Et il y a beaucoup de projets qui continuent pour alimenter des bâtiments en plus et tout ça. Sur la récupération de chaleur, je n'étais pas très clair, donc je préfère pas donner de chiffres. Et sur le solaire thermique, ça évolue assez peu et assez peu vite, en fait. Donc on est à moins de 1 gigawattheure de différence par rapport à l'année de référence. Donc ça, c'est pour donner un peu des ordres de grandeur aussi de ce qui est attendu sur la production ou sur la consommation d'énergie. Et voilà. Je dis pas forcément que ces objectifs sont réalistes, hein. Je dis juste que c'est ce qui est fixé institutionnellement et qui est un peu gravé dans le marbre, dans le PCAET, dans le SRADET, qui sont les schémas et les plans officiels. Une autre chose, donc ça c'était les objectifs, et après le PCAET il s'est aussi exprimé typiquement sur la production ou sur la consommation, sur les potentiels. Donc le PCAET, là vous voyez à gauche, les potentiels de production d'énergie supplémentaire en 2030,
Ou alors en 2023, je suis pas sûr, parce que j'ai repris le titre du tableau et le titre en haut et en bas, c'est le titre qu'il y a dans le PCAET. Donc je sais pas exactement quel horizon il fixe, mais admettons que ça soit en 2023. Ils disent qu'il faudrait une production d'hydroélectricité le potentiel, c'est entre 20 et 50 gigawattheures. Les turbinages d'eau potable, c'est maximum 2 gigawattheures. Le photovoltaïque est entre 4,5 et 8 gigawattheures. L'éolien, on pourrait aller jusqu'à 8 gigawattheures s'il y en avait. Et le bois énergie, on pourrait monter peut-être jusqu'à 65 gigawattheures. Donc, grosso modo, en production d'énergie, on peut monter à 134 gigawattheures, ce qui est très très loin des objectifs qui ont été fixés. Et si on regarde le SRADET, ce qu'il mettait en face en reprenant les chiffres avant, donc le tableau de droite plutôt, en borne basse, il fixait 262 gigawattheures. Donc là, c'est à horizon 2030. Donc c'est beaucoup plus que ce que les potentiels identifiés. Et ça peut aller jusqu'à 745 en borne haute. Et donc, encore une fois, je répète que ce sera net. Eux, ils fixent des objectifs à l'échelle régionale et après, ils voient comment est-ce que les sous-parties peuvent contribuer à cet effort. Mais donc, si les objectifs sont importants, toutes les parties contribuent beaucoup. Et après, il y a des différences entre parties, typiquement au fur et à mesure, dans les comités de communes du Briançonnais. La part de contribution est de moins en moins importante et les autres parties de PACA contribuent beaucoup plus. En fait. Donc là, c'est presque déjà avantageux pour Briançonnais en termes de production, donc plutôt bas. Voilà, donc je trouvais ça intéressant de montrer ça aussi pour dire, ces propositions d'action sur l'énergie et tout ça sur le territoire, ça s'inscrit aussi en parallèle de ces choses-là et qui sont vraiment très très ambitieuses en termes de production et d'économie d'énergie. Voilà, donc là j'ai fini le point dessus. C'était assez bref, mais du coup peut-être que ça a donné aussi peut-être envie de regarder ce qu'il y avait dedans. Et voilà, si vous avez des questions là-dessus, ou Merci. même des remarques, ou si ça vous donne des choses par rapport aux actions. Merci. Il y a Jean-Pierre, je crois que vous voulez poser une question sur la géothermie. Allez-y, je ne sais pas si on va vous entendre. Oui, Ouais. je ne sais pas si on m'entend parce que C'est bon. j'ai eu beaucoup d'écho pendant une demi-heure. Maintenant, ça a l'air d'être correct. Oui, pour la géothermie, je suis étonné de ne pas voir un bilan. Donc, je ne suis pas demandeur d'avoir un bilan par les gens locaux, mais j'en avais parlé dans les années 2006-2008 au niveau du SCOT pour le territoire, carrément du Briançonnais. Et on avait oublié, au niveau des gens qui instruisaient le SCOT, ils avaient oublié de contacter le BRGM, qui a les outils pour pouvoir consolider sur la surface du territoire l'apport en kilowattheure ou équivalent de la géothermie. On a 2 ensembles géothermiques sur le territoire, Montier-les-Bains et l'eau chaude aussi du côté des Gliers. Donc ça veut dire que à 1000 mètres de profondeur, 2000 mètres, 3000 mètres, enfin peu importe, on s'en fout de la profondeur, on a de l'eau chaude 365 jours l'an. Alors, ce qu'il faudrait, c'est avoir un bilan pour savoir si c'est plus généreux que l'éolien, même si c'est moins généreux que le photovoltaïque ou le photothermique, mais ça serait quand même dommage de passer à côté. Alors, c'est sûrement, comme l'a suggéré Vachma, pardon, c'est plus ou moins noyé dans les pompes à chaleur, mais les pompes à chaleur, elles fonctionnent, je dirais, d'une façon peu profonde sur un cycle thermique qui n'est sans aucun rapport par rapport de l'eau qui est en 41 degrés à Montier et à environ 29 degrés à Églier. Donc, on a quand même des potentiels qui ne sont pas utilisés avec le relief que nous avons et l'âge des Alpes. Alors que de l'autre côté de la frontière, c'est bizarre, mais en Italie, on travaille dessus et on ne travaille pas qu'en théorie. On a beaucoup d'utilisation de la géothermie pour par exemple, des usages à l'année pour un hôpital, pour une station balnéaire dans les montagnes, de l'eau chaude, pour faire du tourisme ou pour faire du chauffage public d'écoles ou d'hôpitaux. Donc, je reviens à l'attaque. Est-ce que c'est un sujet tabou ou est-ce que c'est un sujet obsolète et que je suis un rêveur
qui a lu trop souvent Jules Verne. Donc là, ça me paraît un peu un loupé, quoi. Voilà. Merci. Emmanuel, je te laisse répondre. Il y a plusieurs petits points dans le chat quand même aussi, mais Bruno qui dit que l'école est maintenant chauffée par les pompes à chaleur des grands bains. Donc il y a ce point géothermie et peut-être on peut prendre aussi la question de Anne-Claire Pascal. Le solaire thermique n'apparaît pas dans le potentiel de production. Pourquoi? Et il y a des serres d'eau chaude à Guillestre aussi. Vas-y, je t'en prie. Oui, sur le géothermique, moi je connais pas bien du tout, hein. Du coup, je sais que le BRGM effectivement fait des évaluations potentielles, mais je sais pas spécialement bien regardé, donc je peux pas trop dire pourquoi est-ce que ça serait pas exploité par rapport à d'autres énergies. D'ailleurs, je sais même pas, je pense que les potentiels probablement sont utilisés, hein. Dès que techniquement c'est faisable et que c'est intéressant économiquement, je pense que les gens le font. Après, le sphère thermique n'apparaît pas, donc je disais, c'est parce qu'il n'y a pas tous les potentiels qui ont été mis sur ce tableau. C'était vraiment en guise d'exemple, qu'ils en ont mis quelques-uns et pour mettre en face, même dans le PCAET, ils ont fait cet exercice, hein. Donc il y a un potentiel, mais il est juste pas été montré dans le tableau. Je l'ai juste repris tel quel. Et après, donc sur le chaud, moi je connais pas bien du tout le territoire, donc je vais éviter de répondre et de dire des âneries. Désolé. Merci, j'avais pas vu que tu avais répondu dans le chat aussi. Patrice, et puis après, si quelqu'un aussi a des éléments sur la géothermie, vous êtes bienvenus à participer. Allez-y. Oui, sur le monétier, je connais pas les débits des sources chaudes, donc je ne me prononcerai pas, mais sur les serres qui sont chauffées à aiguiller au plan de phase, le débit est quand même assez faible. Ça suffit effectivement à climatiser des serres. Il y a, si je me souviens bien, quelques centaines de mètres carrés de serres, mais ça va pas plus loin. Par contre, effectivement, il y a une carte des gisements géothermiques qui a été établie par le BRGM il y a déjà longtemps. Je crois qu'elle a été remise à jour il y a pas très longtemps, mais je me souviens plus si ça concernait tout le territoire ou seulement certains endroits. Mais ça ne peut pas produire une énergie importante. Ça peut servir à quelques particuliers, sachant qu'une fois qu'on a extrait l'eau, l'énergie de l'eau qui est pas très haute en température, ben, elle est de nouveau froide, donc personne d'autre peut s'en servir, quoi. Donc c'est premier arrivé qui est le premier servi, et puis les autres, ben, ils vont voir ailleurs où ils vont trouver autre chose. C'est un peu le problème de la géothermie, c'est que dès qu'on met une installation, bah, ça obère quelques dizaines, centaines, milliers de mètres carrés autour parce que de toute façon, une fois qu'on a extrait l'énergie là, bah, on peut plus la récupérer ailleurs. J'avais aussi un autre commentaire sur la petite hydraulique. Ça sert pas à grand-chose d'augmenter la puissance installée si l'équipement et les débits sont pas suffisants pour faire tourner les turbines qu'on installe. On a quelques exemples sur le Guies 3 où on a mis des turbines de 4 MW et puis 5 ans après, on a rajouté des turbines de 400 kW parce qu'on s'est aperçu que les grosses turbines, à 10% de leur débit nominal, elles décrochent, donc elles produisent plus rien. Et donc, on a mal dimensionné au départ, sûrement par grand optimisme ou par exagération des bureaux d'études, mais c'est important de voir que effectivement, c'est ce que dit Emmanuel d'ailleurs, les derniers kilowattheures, ils vont coûter beaucoup plus cher à récupérer que les premiers. Parce que il y a des investissements et puis il y a la réalité des débits. Et je fais remarquer d'ailleurs que les modules des torrents, hein, c'est-à-dire la moyenne du débit sur 30 ans, en ce moment, elle est en train de dégringoler parce qu'on a des années très sèches l'été et que du coup, ça remet en question les puissances installées sur certaines conduites forcées. Merci Didier Brochet. Oui, sur la géothermie, je suis très intéressé par vos réflexions parce que je suis moi-même habitant du Monnet-Térébin
Et depuis 19 ans, il y a 5 immeubles de 8 appartements, donc 40 appartements, qui sont chauffés par la géothermie. Alors, il y a peut-être un défaut d'information et c'est de ma faute. Dès demain, je remplis un, un dossier pour vous l'envoyer parce que, vous voyez, techniquement, c'est plus simple que ça. On ne va pas pomper l'eau. On descend des sondes dans le sol à une vingtaine de mètres et ces sondes, on ne prélève pas l'eau, on ne pollue pas. C'est un circuit primaire qui va se chauffer dans le sol. Et nous, on a ensuite une pompe à chaleur qui rehausse. Donc, ça fonctionne au Métier-les-Bains. Simplement, l'information n'est pas diffusée. Et je vais bien sûr me mobiliser pour vous diffuser cette information. Dès demain, je vous l'envoie. Parce qu'il faut que ça soit connu et que ce soit diffusé dans le Métier-les-Bains. C'est une ressource très importante et qui doit être connue. Merci beaucoup, merci. C'est une bonne nouvelle. Oui, Bruno, je voudrais appuyer cette remarque. C'est que il y a différentes façons de récupérer l'énergie plus profonde que les pompes à chaleur, je dirais individuelles. C'est l'exemple même de d'avoir un dispositif peut-être un peu plus coûteux, mais là encore, comme on l'a dit tout à l'heure dans d'autres questions, la problématique, c'est le retour sur investissement. Donc, on ne fait pas de la science-fiction, on fait de la science économique, c'est-à-dire qu'il faut, avec des gens qui ont la cartographie, qui ont aussi les données numériques, comme le BRGM, faire une étude je dirais, de faisabilité économique pour faire un petit peu à la manière de Montier du chauffage à petite échelle, mais du chauffage qui ne pollue pas et qui n'a pas de, comment dire, de limitation physique. C'est pas, on pompe pas de l'eau chaude et après il faudra attendre 3 mois de remplir les couches phréatiques et récupérer l'eau. C'est de pouvoir utiliser cette énergie potentielle du 1er janvier au 31 décembre. Je rappelle simplement que la maison de la radio à Paris, cette maison de la radio est chauffée depuis 50 ans par la géothermie profonde. Le bassin parisien est une grande cuvette qui commence à Londres et qui finit du côté de la Champagne pouilleuse. Et l'eau chaude, elle n'est pas très chaude, elle est à 35 ou quelque chose comme ça, 30-35 degrés. Et elle fonctionne, je dirais, d'une façon raisonnée et raisonnable, de façon à pas, évidemment, drainer plus vite l'eau chaude que l'arrivée de l'eau froide. Hein, d'autant qu'avec le réchauffement climatique, les pluies, elles sont violentes et raccourcies. Donc, encore une fois, les gens de la profession, comme par exemple les hydrologues du BRGM, c'est des dossiers qui pourraient être étudiés. La preuve en est, c'est que le consultant qu'on a eu pour le SCOT du nord du département des Hautes-Alpes, il y a donc plus de 10 ans, nous ont dit, ah ben oui, on a oublié, alors on va en parler. Et puis, en fait, c'est retombé dans les oubliettes. C'est dommage parce que quand on parle des microcentrales, on a sûrement des exemples où on pourrait avoir des productions d'énergie largement supérieures aux microcentrales et en plus toute l'année, à longueur d'année. Donc, c'est à voir et à étudier. Je ne sais pas s'il faudra cultiver des kiwis dans les Hautes-Alpes ou s'il faudra chauffer des immeubles ou un hôpital. Mais enfin, en ce moment, que ce soit à Guillestre ou à Briançon, le réseau de chauffage public fonctionne avec des carburants carbonés. Donc, c'est quand même un petit peu suicidaire. Voilà. Merci. Bruno, D'accord. tu peux prendre ensuite, si tu veux. Il reste juste une Ah oui. minute, normalement, avant le fin du temps officiel. Moi, ça ne me dérange pas que vous continuez à discuter. C'est juste peut-être, je finis la présentation et après, on reprend les discussions là où elles étaient pour les personnes qui souhaitent encore rester. Et après, celles qui veulent partir après la présentation, elles peuvent. Je propose ça. Maintenant, s'il y a que des gens qui sont pas pour, on peut faire. Moi, il me reste encore 5 minutes. C'est assez rapide la fin. Vas-y, ouais, parfait. Voilà, donc je vais le faire et après, vous en avez la parole. Donc, juste le dernier point, c'était aussi de regarder l'évaluation de l'impact de certaines mesures. Parce que
pense juste qu'il y a certains ordres de grandeur où c'est sympa de l'avoir en tête. On a l'impression qu'il y a des mesures qui sont très fortes et qui font gagner en fait assez peu d'énergie, et à l'inverse, des mesures où on a l'impression que enfin, tout le monde le fait et pourtant, ça fait gagner pas mal d'énergie. Donc, je prenais une proposition qui semble quand même assez forte, donc fermer certaines routes aux véhicules individuels pour éviter le surtourisme. Alors là, c'est vraiment dans le cas du surtourisme, donc l'idée, c'est quand même de baisser le nombre de personnes qui viennent sur l'endroit. Donc là, sur un exemple qui a vraiment existé, hein, donc c'est le parc du Vercors, donc l'espace naturel de la Molière. Il avait interdit l'accès aux voitures. Alors c'était très temporaire, hein, c'était pendant quelques week-ends dans l'année, je crois, parce que c'est vraiment des week-ends qui concentraient beaucoup les personnes, où ils avaient interdit aux véhicules de passer parce qu'il y avait vraiment trop de personnes. Donc 300 véhicules par jour, et ils avaient remplacé ça par des navettes qui partaient toutes les 45 minutes. Et donc ça, enfin, l'idée c'est vraiment de se dire bon bah on fait ça et puis après on se questionne dans le PETR du Grand Sonnet, Pays des Écrins de Guestrois-Queyras, où est-ce qu'on pourrait faire ça et où est-ce que ça serait intéressant. Du coup, pour se dire bon bah quels impacts ça pourrait avoir de faire ça, bah, il faut faire des hypothèses, hein. Donc on se dit que le tronçon fermé aux voitures est de 10 km parce que j'ai pas trouvé l'information. Je pas beaucoup cherché non plus, hein. Les départs, ils vont de 7h45 à 19h. Pour les navettes, on dit on couvre à peu près toute la journée. Donc il y a 15 trajets. Après, on prend des hypothèses sur les consommations des voitures, sur les bus, combien ils sont remplis. Là, l'hypothèse que je vais faire, elle est hyper forte, c'est de dire que tous les bus sont remplis tout le temps. Pour se dire, dans le meilleur des cas, combien on économise. Et après, on se dit que, bon, grosso modo, les voitures, c'est à peu près du diesel et les bus, c'est aussi du diesel. Et donc, quand on prend ces hypothèses, donc même avec 15 trajets, donc avec une plage horaire qui est quand même assez grande, hein, entre 7h45 et 19h tous les jours, il y a 150 personnes qui peuvent pas venir sur place, donc on diminue quand même bien la fréquentation. Donc il y a des pressions qui sont diminuées. Et après, sur l'énergie, on remplace 360 litres euh, par 90 litres pour les bus. Donc ça divise quand même par 4 la consommation à la journée, donc ça fait 3 mégawattheures d'énergie. Et puis si on intègre à l'année en se disant, bon, bah en fait, ces navettes, elles seraient en place 4 mois dans l'année, les 4 mois où il y a plus de personnes, bah, l'énergie évitée, elle serait de 350 mégawattheures à l'année. Voilà, donc les transports, si je reviens sur les slides d'avant, enfin, à l'oral, c'était à peu près 270-275 gigawattheures, je crois, de tête. Donc on a un tiers du gigawattheure qui pourrait être économisé, donc au mieux, hein. Donc là, c'est en remplissant vraiment les bus au maximum. Sinon, ça serait probablement un peu moins. Et après, si on considère des bus électriques, eh ben, il faut moins d'énergie pour faire avancer au kilomètre. Donc on économise plutôt 430 mégawattheures, donc toujours en les remplaçant au maximum avec des autres co-bénéfices, climat, qualité de l'air. Voilà, c'est juste pour dire que les moyens, ça compte aussi. La mise en œuvre, comment est-ce qu'elle est faite? Si on va à ce degré de précision, de dire même quel bus on veut, quelle navette on veut, et bah, ça peut faire des différences. Voilà, c'est un petit exercice de pensée que je trouvais intéressant. Donc, une mesure de contrainte assez forte sur le déplacement, pas mal de jours par année en remplaçant par des bus, économise une certaine quantité, et puis voilà. Après, sur des propositions d'action comme valoriser plus le bois. Alors ça, je l'ai fait parce que j'ai discuté avec des gens de l'ONF très Ah, récemment, en fait, et donc je l'ai en tête. Dans le PETR, il y a à peu près 23 000 mètres cubes de bois qui sont récoltés. Bon, bah, c'est cette année-là, le 2025 en particulier. Et l'ordre de grandeur, à peu près, est très avec les doigts, c'est un tiers qui est de bois qui est récolté qui va dans le bois énergie, un tiers qui va dans les caisseries, dans les palettes et ces choses-là, et un tiers qui va dans le bois d'œuvre. Entre parenthèses, je mets plutôt aux alentours de 32 000 mètres cubes auparavant, donc plutôt dans les années 2017 et ces choses-là, parce que ils sont dans une dynamique de renouvellement de la forêt, donc ils prélèvent un peu moins. Et donc ce qui donne avec une hypothèse de 600 kg à mètre cube, avec une certaine quantité d'énergie par tonne, une production d'environ 19 gigawattheures de bois d'énergie locale. Donc ça, c'est déjà ce qui est fait actuellement. Donc localement, on a ça. Et après, si on se dit, bon, bah, on a envie de valoriser plus le bois pour en faire du bois énergie, grosso modo, il y a des informations qualitatives qu'il faut apporter. Donc, effectivement, la ressource sur le bois, elle est en tension actuellement, mais pas le bois énergie. C'est plutôt le mélèze, qui est beaucoup du bois d'œuvre, et cette ressource-là est en tension. Par contre, les pins qui peuvent être plus utilisés pour le bois énergie, là, il n'y a pas forcément de tension encore. Donc, on peut un peu augmenter la production du bois d'énergie local, a priori, selon les gens de l'ONF. Par contre, ils mettent en garde aussi, c'est un danger de flécher par défaut la ressource bois vers le bois énergie. Il ne faut pas que ça se substitue au bois d'œuvre, parce que le bois d'œuvre est plus important économiquement pour le territoire,
Et que climatiquement, il stocke le carbone, alors que le bois énergie, il est juste un bilan neutre, normalement. Et, et voilà. Didier, j'ai de l'écho. Merci. Et donc je disais, ça s'inscrit dans une dynamique de baisse temporaire de la ressource en bois. Donc il faut se dire quand même qu'à court terme, augmenter le potentiel, et ça va être un peu compliqué. Et il faut se dire que pas au changement climatique, donc les pins, ceux qui sont le mieux pour le bois énergie, et ben, en tout cas les pins sylvestres, ils représentent à peu près 30% des essences en bois avec les pins crochus. Ils sont déjà assez fatigués et affaiblis sur les versants sud et à basse altitude, par rapport aux températures qui sont déjà maintenant le cas et par rapport à la baisse de la quantité d'eau actuelle. Le mélèze, il montre moins de signes de fatigue, mais on ne sait pas forcément trop comment ça va évoluer avec le changement climatique et peut-être qu'il va aussi, lui aussi, montrer des signes de fatigue au bout d'un moment. Donc, ce qu'on peut attendre quand on propose de valoriser plus le bois, c'est finalement une augmentation potentielle de quelques gigawattheures de récolte de bois énergie sur le territoire du PETR à court moyen terme. Mais bon, on va pas doubler la quantité de bois énergie locale probablement. Voilà, donc ça c'est pour valoriser le bois. Après, j'ai encore deux autres actions. Un four solaire, alors là j'ai été très très expéditif, je suis désolé. Mais un four classique, c'est 75 mégawattheures par an, un four de boulanger. Et donc si on veut faire une boulangerie solaire avec un four solaire, eh ben, on économise grosso modo 75 mégawattheures par an. Juste faut fabriquer les vitres et tout ça, mais bon, le four classique a aussi un coût de fabrication mais donc, sachant aussi pas mal de choses autour, et qualitativement, ça va être les heures de production du pain, elles vont pas être les mêmes. Et il y a toute une philosophie autour de la low-tech qui est intéressante d'explorer, même si bon, on se dit 75 mégawattheures, c'est pas beaucoup, par rapport aux gigawattheures que j'ai évoqués avant, ou 300 mégawattheures, mais vraiment, ça reste intéressant. Et on voit que par rapport à 4 mois de fermeture de voitures, ce que je donnais là, et remplacer ça par des navettes, et ben en fait, on est dans des ordres de grandeur qui sont assez proches finalement. Si on fait juste 4 boulangeries solaires, et ben c'est exactement pareil que fermer pendant 4 mois. Euh, on- Fermer pendant 4 mois des routes à des touristes et mettre des navettes à la place. Donc quand même assurer le service. Voilà. Et finalement, une dernière proposition d'action qui est beaucoup proposée, donc je vais rebondir dessus quand même, c'était isoler le logement. En 2021, sur le territoire, il y avait 17 000 maisons et donc 45% occupées en tant que résidence principale. Donc le reste, c'est soit des logements vacants, soit des résidences secondaires. Et pour les appartements, il y en avait 22% qui étaient occupés en tant que résidence principale. Et puis le reste, c'est pareil, résidence secondaire, location ou vacant. Ce qui est intéressant de savoir aussi sur le parc des logements, c'est que 63% des maisons principales et 75% des appartements principaux du territoire ont été construits avant 1990, et donc qui répondent pas forcément à certaines lois liées aux performances énergétiques. Donc le 5 avril 1988, il y a eu des gros arrêtés pour améliorer les constructions. Il y a des informations qualitatives dessus. Il y a aussi le fait que les isolations peuvent être faites de manière plus ou moins importante. Donc, on peut faire des isolations légères ou bâtiments bas carbone. Ça, je pense que tout le monde le sait à peu près. Donc, il y a vraiment des strates. Et puis, en fonction du coût qu'on veut y mettre aussi, ça change. Et par contre, peut-être que ce que les gens savent moins, c'est qu'ADEME préconise de ne pas faire plusieurs rénovations légères. Parce que généralement, ça empêche le passage au bout d'un moment au bâtiment bas carbone. Ici, isolations successives légères ont eu lieu. Et donc, il y a des ponts énergétiques qui sont quand même là et qu'on ne pourra plus jamais revenir dessus parce que bah, il y a eu plusieurs petites modifications à la marge. Et donc, dans les scénarios vraiment très ambitieux, en fait, c'est directement le passage au bâtiment bas carbone qui est privilégié voilà, dans les scénarios. Et à titre d'information, alors ça, c'était un feuilleton de mai 2024 publié par l'ADEME. En France, il y a 43 000 logements qui sont engagés dans une démarche de rénovation de bâtiments bas carbone chaque année, alors qu'il en faudrait en gros entre 600 000 et 700 000. Donc là, c'est à l'échelle française, hein, bien sûr, mais on voit quand même on n'est pas du tout dans les clous. Et donc, pour le territoire, alors là, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un problème de slide. Euh, j'ai dû la supprimer par mégarde. Mais donc, dans le PCAET, ils ont fait des estimations des gains énergétiques associés. Et donc, si on rénovait, admettons, 3000 maisons individuelles à horizon 2030, de façon très légère, enfin pas très légère, mais de façon légère, donc pas forcément une grosse rénovation qui coûte cher, mais au moins faire les premiers soins, on va dire, en analogie, ça ferait économiser 6 gigawattheures par an. Alors ça, ce sont les estimations du PCAET, hein. Et après, si on fait par contre les mêmes rénovations sur les mêmes 3000 maisons individuelles, mais par contre en faisant des bâtiments bas carbone, donc on économise 42 gigawattheures par an. Donc on fait x5 ou x7, pardon, x7 la quantité d'énergie économisée en faisant cette rénovation.
Alors, je sais pas quelles hypothèses ils ont pris pour faire ces calculs-là, mais il y a beaucoup de choses aussi qu'on pourrait dire là-dessus. Mais enfin, ça montre quand même le différentiel entre ces études d'isolation. Et là, je pense que c'est pour des logements principaux que cet exercice a été fait. Il n'a pas été fait pour des logements qui sont occupés qu'une partie de l'année. Donc, en fait, rénover, ça a peut-être moins de sens, en termes de gain énergétique en tout cas, ou ce type de choses. Voilà, donc c'était juste les 4 exemples que je voulais vous montrer et les ordres de grandeur associés pour qu'on puisse aussi comprendre par rapport aux objectifs, par rapport aux processus d'action qui ont déjà été faites, par rapport aux modalités d'implantation, euh, ce qu'il faudrait proposer et à quelle hauteur il faudrait déployer ces choses-là. Vous n'avez Voilà. pas dit quel était l'investissement pour une isolation légère et quel était l'investissement pour une isolation lourde, bas Alors, carbone, les, pour les savoir iso- combien coûte un mégawatt économisé, quoi. ouais, l'isolation lourde, ils étaient aux alentours de 50 000 euros, je crois, la rénovation. Et alors, l'isolation légère, je ne sais pas. Ça, j'ai pas eu le... Mais je pense que c'est 10 000 ou moins, je crois, ou aux alentours. Mais ça, c'est vraiment au pif. Hein. Le 50 000, j'en suis à peu près sûr. Par contre, le 10 000, Bruno, tu peux y aller? Le coût d'investissement par Ouais, mégawatt économisé, ça fait combien alors? C'est ça le problème de l'isolation, c'est que ça coûte vachement cher, quoi. C'est ça le problème. moi, je voulais juste revenir sur un sujet qui a été abordé avant, c'est le turbinage des eaux potables. Et j'ai vu les chiffres, ils sont très faibles. Et je trouve que ça me surprend un peu. J'aimerais savoir d'où viennent ces statistiques, parce qu'en fait, dans le Briançonnais, on est tous sur de l'eau qui vient d'en haut, bon, plus ou moins haut, mais il y a des endroits où ça vient vraiment d'assez haut, où on est obligé, tu vois, je vois, bon, je reparle de trucs que je connais, mais à Monétier, on a un captage d'eau qui est sur le côté Adré. Il y a au moins 10 brises charges dessus pour casser la pression. Et alors, c'est clair que je ne sais pas comment a été calculé le potentiel. Je suis quand même convaincu que quand on fait descendre de l'eau pour la mettre dans nos robinets et qu'on est obligé de briser la charge plusieurs fois, si on avec peu de travail dessus, bon, il faudrait certainement changer les dimensions de tuyauterie. Enfin, il y a du boulot. Euh, mais on arrivera à tirer un potentiel. Et par contre, j'ai entendu aussi dans les formations qu'on a eues avant, des élus nous rapporter le fait que c'était vachement compliqué, qu'il y avait beaucoup de freins au niveau administratif, que ça prenait du temps. À Monétier, on a mis presque 10 ans à turbiner de l'eau. On a 115 euh, kilowatts. Enfin, ouais, c'est pas très gros, mais c'est avec les petits ruisseaux qu'on fait les grandes rivières. Et là, on peut vraiment parler de petits ruisseaux et pas de grandes rivières. Mais voilà, j'aimerais savoir d'où sont prélevées les sources, d'où ça vient, cette étude de potentiel de cette eau-là. Et je veux juste rappeler à tout le monde que, ben, en fait, l'eau, elle est captée, elle est dans les tuyaux, elle ressort dans la rivière, et que mettre une turbine sur ces tuyauteries-là, il n'y a aucun impact écologique, parce que, sauf si on doit changer la canalisation, bien sûr, et où là, il va falloir refaire une tranchée, remettre des tuyaux. Enfin, c'est quand même assez minime par rapport à... Et puis, c'est pas des tuyaux de grosse dimension. Voilà, juste savoir d'où viennent ces informations et si on a vraiment cherché à diagnostiquer le potentiel de cette eau potable dans notre pays du Briançonnais, parce que je trouve que, je crois qu'on en a quand même un gros potentiel. Voilà. pour répondre rapidement à cette question, c'est dans le PCAET, il y a un outil qui est utilisé qui s'appelle l'outil Prosper. Il évalue énormément de choses, donc je pense il est pas très précis sur absolument tout. Donc je pense que enfin, si vous pensez qu'il y a plus, c'est possible. C'est possible. Si je vous donne juste les chiffres du PCAET, moi-même j'ai une confiance très limitée dans ces chiffres, hein. Je le dis. C'est juste que moi-même, je n'y arriverai pas à faire ces estimations. Je pense qu'il faut y passer beaucoup de temps et que là, c'est trop compliqué. Après, il y a un autre souci avec les captages d'eau, c'est que ils sont pas tous aux normes, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il faut un périmètre de protection pour que l'eau soit potable. Donc, est-ce que c'est pour être un frein au
enfin, je sais pas, aux études qui ont été faites sur des captages qui auraient éventuellement pas été protégés. Enfin, je sais pas. C'est assez compliqué, hein. On touche à l'eau potable là, donc du coup il y a la police de l'eau et puis il y a le côté sanitaire, le côté. Je pense que c'est assez complexe, mais il n'empêche que cette eau on la prend quoi, on la prend, on la fout dans les tuyaux. Les captages sont faits, les travaux sont plus ou moins faits, et du coup on en tire zéro quoi. On part c'est de la boire ou de la rejeter dans la rivière. Donc elle passe dans des tuyaux, elle retourne dans la rivière. Là, ça dérange personne. Et dès qu'il y a une microcentrale ou une picocentrale qui est construite où on fait un prélèvement d'eau, là tout de suite, waouh, c'est super compliqué. Et en plus, ce phénomène de captage, je le redis, c'est hyper compliqué. Il y a plein de freins réglementaires, administratifs. C'est super, voilà, c'est quasi impossible. C'est mission super compliquée, quoi. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir? Ouais, moi j'avais une question sur la section précédente que tu avais présentée, Oui, donc sur le SRADET et le PCAET là. Moi, ce que je retiens, c'est que le PCAET, il est ambitieux, c'est un objectif difficile, mais bon, ça reste atteignable, donc c'est un bon objectif. Tandis que le SRADET, bah, il est difficile, mais en fait, il est complètement impossible. Il a l'air d'être complètement aux fraises. Et bah, je me demande d'où ça vient, d'où ça sort. Est-ce que donc c'est quelque chose qui est calculé à l'échelle régionale et ensuite, bah, on applique ça au niveau des territoires et est-ce que c'est notre territoire qui s'est pas bien débrouillé et du coup il a hérité d'un gros morceau alors que on aurait dû plus négocier et est-ce que c'est révisé de temps en temps peut-être qu'ils n'avaient pas les chiffres et que maintenant avec d'autres chiffres ce serait révisé euh, est-ce que mon interprétation est correcte? Voilà. J'avais la même question, Emmanuel. Est-ce que tu sais comment ça a été décliné? Sur Régis, sur la question des objectifs là, régionaux versus locaux, nous, sur le scénario départemental, on a une bonne idée de cette question. Ouais, je pourrais Mais Emmanuel, tu sais comment ça a été décliné? J'ai pas l'information. Florence, tu sais, balance l'info, hein. Grosso modo, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, quand on regarde les chiffres régionaux en fait d'autonomie de production d'électricité, en fait, on est à peu près, allez, le chiffre est tombé là, on est à un peu plus de 30%. Alors, c'est des chiffres qu'on avait présentés là sur la formation, et le chiffre de l'année précédente vient de tomber, donc il est un peu meilleur. Je pourrais vous mettre le lien d'ailleurs. Euh, mais après, effectivement, l'enjeu, effectivement, c'est que là, nos moyens de production d'énergie renouvelable, en fait, ils vont exister dans les lieux denses, comme les villes, mais ça va moins être faisable. De l'éolien en ville, c'est compliqué. Voilà. Donc c'est sûr qu'il y a une solidarité, il y a une question de solidarité entre les territoires qui va clairement se poser. Et c'est une grosse question politique et voilà, nous on la met sur la table parce que les territoires sont jamais complètement isolés les uns des autres. Le tourisme est une activité économique chez nous. Nous-mêmes on fait aussi du tourisme, donc voilà, on cherche pas non plus à ce que les territoires soient cloisonnés. Et voilà, il y a une vraie question de répartition. C'est pour ça que je posais la question de comment ça avait été ventilé. Et peut-être le dernier point, la Régis, tu disais que c'était pas réaliste, là, les objectifs du SRADEF. En septembre dernier, il y a une planification là, qui a été faite par les services du Premier ministre, là, le SGPE. C'est un document qu'on peut trouver en ligne. Et en gros, ce qu'il dit, c'est que il faudrait encore rehausser les objectifs du SRADET de manière régionale, hein. Après, voilà, comment c'est ventilé sur chaque territoire, c'est une autre question. Mais voilà, ce qu'on trouve ambitieux sur le SRADET, en fait, c'est passé. oui, du coup, pour répondre, effectivement, tu avais raison, Régis, sur l'interprétation. C'est très obscur comment est-ce que c'est construit ces choses-là. Donc, il y a tout le détail par communauté de communes. J'ai l'impression que c'est automatisé complètement. Donc, ça a dû être un logiciel qui a dû faire les choses.
J'ai l'impression que l'hypothèse qui avait été gardée, c'était de la même participation plus ou moins à l'effort de guerre qu'actuellement. Donc se dire actuellement le PETR compte pour 1% de la production d'énergie, et ben il va rester à 1% de la production d'énergie, mais actualisé avec les nouveaux objectifs. Donc enfin, si on fait un exercice de pensée bête, c'est de dire actuellement il produit 1 gigawattheure. L'objectif de la région, c'est 100 gigawattheures. Donc, si on augmente l'objectif de la région à 600 gigawattheures, bah, le territoire va devoir augmenter de 5 gigawattheures pour arriver à 6 gigawattheures, pour garder son pourcentage de production. Ce C'est à qui peu est... près ça que j'ai l'impression, l'hypothèse qui est derrière. Ok. Sachant qu'il y a une discrimination euh, des potentiels quand même par type d'énergie, où ils se sont dit dans ces endroits-là, on va pas faire ce type d'énergie. Donc, bon, bah, ils vont devoir augmenter l'énergie, ils vont devoir augmenter la production, mais pas forcément sur l'éolien, pas forcément sur l'hydro, on sait que ça sature. Par contre, ils vont devoir trouver les gigawattheures pour arriver à peu près à la même part qu'actuellement dans l'énergie. Je sais pas si c'est très clair, mais ils ont quand même discrédité certaines énergies. Et là, typiquement très très localement. Oui, c'est comme ça qu'effectivement, enfin, sur le territoire des Hautes-Alpes, je crois que la carte, elle est, on vous avait présenté la carte de production sur le département. Et il y a d'énormes différences entre, à l'intérieur des Hautes-Alpes, entre les parties qui produisent beaucoup, donc que sont le Buech, typiquement, et, euh, et le Chamsor. Et en fait, à partir de Chorges, grosso modo, la production, elle est vraiment, vraiment très faible. Parce qu'effectivement, on a moins de toitures agricoles et on a plus du solaire sur des petites toitures. Et du coup, ça fait une différence énorme. Je peux vous retrouver la page. Ça, c'est vrai que c'est intéressant à avoir en tête. Euh, je peux vous redonner la page dans la formation. Tac, tac. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions aussi des autres participants peut-être? On reste peut-être encore 5-8 minutes ensemble et puis après on conclura ce webinaire. Et puis il y a toujours le formulaire action aussi, si ça vous a donné un peu d'inspiration ou de nouvelles idées. Faut pas hésiter à. Moi, je vous le renvoie, je vous le renverrai. Faut pas hésiter à en mettre 3, 4, 5 par personne. Merci Bruno. Bonne soirée. Après, on peut clôturer ici, hein, sinon, Ouais, merci beaucoup déjà à tout le monde d'avoir été là et ouais. d'avoir accepté de dépasser de 20 minutes. Désolé pour ça. Euh, mais c'est un peu le jeu aussi, je peux te laisser parler tout le monde. Donc merci, et puis après, je sais pas, Wajma pour les étapes d'après. Ouais, bah merci. Je vous ferai suivre moi tous les liens et puis tous les documents complémentaires éventuels apportés par Florent, par Emmanuel ou par n'importe quel autre participant. Le gros rendez-vous à retenir, c'est le samedi 5 avril, donc c'est dans une dizaine de jours où on travaillera tous ensemble sur ces actions, sur la faisabilité ou non de telle ou telle action. Voilà, donc c'est le 5 avril à partir de 10h à l'Iscle de Presles. Merci beaucoup à nouveau pour ce petit temps d'échange.